Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Et là, je tiens le jeu numéro 2 qui est Ouvre ton jeu en couple et aussi conçu pour le dating. On avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, ce serait le fun d'en faire un pour couple » ou encore, il y en a qui me disaient « Ah, moi, je fais le Ouvre ton jeu, le premier, je le fais en couple. » Puis là, on s'est dit « Mais pourquoi on n'en fait pas un vraiment dédié au couple et aussi au dating? » Parce que c'était un peu embêtant, des fois, une première rencontre. Et là, de dire, ben, gars, ça peut être une discussion dirigée avec des questions. On est libre, mais je pense qu'on a fait des questions qui peuvent être le fun à répondre dans les deux cas. Le jeu est maintenant disponible. Là, c'est tout récent. Je vais vous donner un exemple parce que, bon, il y a le niveau vert, le niveau jaune, le niveau rouge et le niveau rose qui n'est pas dans l'autre Ouvre ton jeu. Le niveau rose est dédié dans ce jeu-là au couple. Parce que je trouvais ça un petit peu délicat des fois pour le dating. Tu sais, il faut quand même laisser les choses un peu aller, mais si ceux en dating veulent aller dans le niveau rose, tout est possible. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre des questions qu'il n'y a pas dans le jeu ici. Par exemple, qu'est-ce qui te met immédiatement dans l'ambiance? Ou encore, de quelle façon démontres-tu ton amour? Ça peut être le fun de le demander à l'autre. Des fois, on ne se rend même pas compte que si il nous prépare quelque chose à manger, bien, c'est une façon, des fois, on prend les choses pour acquis. Donc, de se poser certaines questions, puis de demander, bon, ça serait quoi la différence entre la sexualité et la sensualité pour toi? Quel souvenir d'un moment de tendresse vécu ensemble te fait encore chaud au cœur? Donc, il y a plusieurs questions comme ça. Par exemple, une question de dating, ça pourrait être quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Tu sais, ce genre de questions-là où on a envie de comprendre c'est qui l'autre rapidement. Donc, il y a tout ça. Évidemment, c'est en vente, entre autres, chez Renaud-Bré, dans toutes les imaginaires, les magasins de jeux, les librairies indépendantes aussi. Vous allez retrouver Ouvre ton jeu. Je peux dire que je suis très fière de ce nouveau Ouvre ton jeu. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je vais le laisser là. Je veux vraiment que vous le voyez. Évidemment, je veux remercier les partenaires. Entre autres, le partenaire de Ouvre ton jeu, c'est Randolph. On connaît les pubs ludiques Randolph. Et vous pouvez même aller, si vous êtes en date, je pense, à un bon endroit où se rendre. Ils ont le jeu. Donc, vous pouvez être dans un endroit public et faire votre première rencontre à l'aide de ça. Je pense que ça pourrait être une très belle soirée. D'ailleurs, si vous le faites, là, pouvez-vous m'envoyer des commentaires? J'apprécierais grandement voir comment ça fonctionne. Est-ce que ça marche pour le couple? Est-ce que ça a fonctionné lors d'une première rencontre? Et comme partenaire, on a le Marie Club. Le Marie Club, c'est vraiment mon espace bien-être. C'est un espace où, quand les gens rentrent, on a comme objectif dans le Marie Club, en fait, de faire en sorte de vivre mieux, d'améliorer notre vie toujours et aussi de faire des rencontres, de sortir de l'isolement. Donc, c'est vraiment une plateforme que moi, j'adore, une plateforme qui est là pour rester longtemps, où je travaille avec Maude Guérin, Sophie Préjean, Guylaine Tremblay et maintenant Vanessa Pilon aussi qui vient parler de parentalité avec différents spécialistes. Donc, c'est beaucoup de choses et je veux vous dire que si vous écoutez le podcast, on vous offre 10 % de rabais sur un abonnement annuel. Donc, vous vous rendez sur marieclaude.com, vous allez voir tout de suite le Marie Club et le code promo est CLUB10. Pour Karine Jonca, qui est la partenaire de la première heure, elle vous offre 15 % de rabais pour tous les achats en ligne. Le code promo, c'est Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie qui offre aussi 15 % de rabais pour tout achat en ligne. Le code promo est Rose 15. Opto Réseau, alors voici leur spécial actuellement. Vous épargnez 100 $ à l'achat de verres progressifs de haute précision en clinique seulement. Et c'est du 1er février, donc c'est commencé il y a quelques temps, mais ça se termine le 31 mars. Et ça, il y en a partout au Québec. C'est vraiment c'est des franchisés. Ce sont des optométristes qui se sont regroupés et le regroupement s'appelle Opto Réseau. Alors, vous pouvez aller voir ce qu'ils ont à vous offrir. Un
gros merci à l'équipe. Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique et Maëlle Ledevin à la captation. Aujourd'hui, je suis excitée de recevoir le jeu, de le voir, de vous en parler, mais aussi de recevoir quelqu'un qui a 2 identités. Une identité professionnelle, Mona de Grenoble, et son nom, c'est Alexandre Hossan. Et je ne le connais pas, je l'ai vu sur scène, je l'ai vu à la télé, et j'ai comme l'impression que je pourrais bien m'entendre avec. J'ai hâte de l'entendre parler de lui. C'est quelqu'un qu'on voit de plus en plus. Donc, peut-être il y en a qui le connaissent bien, il y en a d'autres qui sont comme moi. Ce sera une découverte. Alors, je laisse place à Mona de Grenoble. Tu sais, mon corps, je l'aime pas beaucoup. J'en parle tout le temps, là, mes doigts saucisses, j'aime pas ça. J'ai un petit galet de site, je suis potelé, je suis blême. J'ai le fond... Tu sais, il y en a qui ont un fond de teint, un fond de teint de peau dans le rose, pêche, brun, noir. C'est beau. Moi, c'est vert. Je suis verdâtre, asti. Je suis comme un crapaud, là, mou. Mais mon chum arrive à me faire sentir beau. J'aime beaucoup ta définition. Non, mais j'aime pas mon corps. Moi, je me trouve pas beau, tout nu. C'est pas beau. OK, fait que toi, la nudité... J'étais pas bien. OK. Mais maintenant, je suis confortable avec mon chum parce que je trouve que... Puis de plus en plus, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, puis ça continue d'évoluer. Mais on communique mieux dans notre sexualité, on communique bien. Puis il me fait sentir beau, tu sais, des fois... Il y a des moments où moi, je me trouve laid, puis il fait... Tu sais, il passe, il fait « Ah, c'est que t'es beau. » Je suis comme « prends-moi tout. » Tu l'acceptes quand il dit ça. Oui, de plus en plus aussi. C'est ça, avant, tu l'acceptais pas. Non. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par la communauté virtuelle Marie-Club, disponible sur marieclaude.com. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. C'est vraiment excitant de faire Ouvre ton jeu. Aujourd'hui, je me sens particulièrement privilégiée parce que la personne devant moi, je l'ai vue sur scène, je l'ai vue à la télé, mais c'est la première fois qu'on se rencontre et déjà, il se passe quelque chose. Donc, je pense qu'on va le découvrir. On le connaît, mais je pense qu'on peut le connaître plus parce que c'est 2 personnes en une. Donc, il y a beaucoup de choses à dire parce que d'un côté, il y a Alexandre Hossan et il y a aussi Mona de Grenoble. Bienvenue. Allô, c'est le privilège est pour moi, ma chum, là. Ah, je tu vois, ça fait quoi, à 20 minutes, je suis arrivé, je trouve qu'on s'accorde bien déjà. Ça va déjà bien. Puis je t'ai suivi aussi dans Big Brother. Oui. Je suis vraiment une fan finie de cette émission-là. Et déjà cette année, je suis accro. Ça n'a pas de bon après sens. 8 minutes, je suis accro. Hey, moi aussi, c'est tellement bon. Ben là... Faut que je me calme parce que je sais pas, je suis un peu en avance ces émissions à cause des gérants d'estrade. Oui, parce que maintenant, tu co-animes avec Marie-Josée Gauvin. Ouais, Est-ce que tu aimes ça, ce rôle-là? Oui, j'adore. Ça me permet de faire partie un peu de l'univers sans pouvoir aller jouer cette année. Parce qu'ils m'ont demandé d'y aller, puis je pouvais pas à cause de ma tournée. Mais je serais allé parce qu'à cette heure, j'ai compris le jeu. Moi, le jeu, je l'ai compris après 2 mois et demi sur 3 que j'étais dans la maison. J'ai fait « Ah oui, c'est vrai, c'est un jeu. On peut placer des patentes. » Moi, j'avais juste une game sociale quand j'étais allé. Tu sais, le party, les petits parties, être fin puis être chum avec tout le monde. Quand j'ai compris le jeu, là, je me suis mis à tout gagner. Bing, bang, placer mes patentes, j'ai gagné. Mais là, cette année, j'y serais allé. C'était pas dans ma tournée, je serais allé vraiment jouer, là. C'est excitant cette année, là, les petits codes cachés partout. Ah, puis les nouveaux versus les joueurs qui l'ont déjà fait. Oui. Il y a quelque chose là-dedans, puis on s'attache déjà. Oui, on s'attache beaucoup. On s'attache déjà à ces personnages-là. Parce que ça fait il faut quand même, je vais quand même te situer. Ouais. Parce que là, c'est Mona et Alexandre. On a connu Mona, je pense, avant. C'est Mona qui est une drague. Ouais. C'est ton nom de drague, Mona de Grenoble. Et on t'a connu dans ce côté flamboyant. Ouais. Et entre autres, dans Big Brother, on a vu les 2 volets. Parce que tu t'habillais comme ça en Alexandre, en toi-même. Exact. Et aussi... Ouais, je vais pas passer 7 jours semaine déguisé en Mona. Ça aurait été un véritable cauchemar, là, je pense. Là. Ça doit être la chose la plus inconfortable au monde, être en drague. Et comment ça t'est venu, ça, de ce souhait d'être une drague? J'ai commencé, ça va être ma 12e année cette année. J'ai commencé à 18 ans. Frais sorti du cégep, en même temps que je rentrais à l'université. J'étais allé voir un show avec un de mes amis.
Puis ma meilleure amie, Virginie Chauvette, qui est une autrice en ce moment là, en humour, était une des premières femmes à faire de la drag queen au Québec, à Montréal. C'est une femme, mais elle faisait un personnage de drag queen. Ça reste un maquillage exagéré puis des costumes que tu mettrais pas faire l'épicerie. Puis on l'a vu sur scène, on est allé la voir, puis en voyant le show, les animations, tout ça, on a capoté, on a fait, c'est donc bien le fun. Y a-tu moyen de faire ça un peu plus croustillant, un peu plus comique? Fait que là, on s'est créé, moi et lui, 2 personnages de ma tante. On s'est inscrit au concours qu'il y avait à chaque année au Cabaret Mado, qui s'appelait Drague-moi. Puis en faisant les auditions du concours, les 2, on est passé direct dans le concours, accepté. Mais on a eu la job aussi. On avait déjà des bookings d'autres journées. Puis de fil en aiguille, j'ai fait ma place au cabaret. Puis tu sais, pour moi, c'était comme... c'était un hobby, c'était comme de l'impro. Je faisais de l'impro. C'était comme une affaire artistique que je faisais sur le side. Là. C'était pas très payant non plus quand j'ai commencé. Je pensais jamais que ça allait devenir une job, mettons. Puis finalement, ça l'est devenu. À quel moment c'est devenu une job? Ça l'est devenu quand j'ai commencé à animer des shows au cabaret. Des soirées. J'avais parti une soirée d'humour aussi il y a 5-6 ans de ça. 6 ans après que j'ai commencé, puis que là, je devenais peut-être plus une animatrice maison du cabaret. Là, je l'avoue à mes parents. Ils n'avaient pas dit encore. Pendant 6 ans, tout mon stock de drague était dans la valise d'une Camry 98. Mes parents n'avaient aucune idée que je faisais ça. Pourquoi tu t'en avais pas parlé à tes parents avant? Oh, je trouvais ça weird à avouer. Toutes mes coming out, ça a été tough quand même. Pas par mes parents, pour moi. J'avais beaucoup d'homophobie internalisée. Fait que, tu sais, leur dire que j'étais homosexuel, ça a pris du temps. Ça, j'ai dû le faire à 18-19 ans. Puis la drague, ça a pris 6 ans. Puis j'étais comme... C'était pas connu, la drague, à l'époque. C'était pas grand public. J'étais comme, comment je vais expliquer ça, moi? Dans le fond, je me mets des bas culottes, faire rire le monde en échange de 50-75 piastres. Ils me pensent c'est pas normal. Tu sais, travailler une nuit dans un bar, je dis, vont-tu penser que je suis dans d'échéance? Ils vont-tu penser que... Tu t'auto-critiquais à quelque Je part? m'auto-critiquais, je m'auto-sabotais, alors que mes parents, c'est les gens les plus ouverts sur la terre, là. J'ai été chanceux. Tu sais, j'avais aussi des amis de qui j'entendais des histoires d'horreur. Puis, veux pas, je me disais peut-être ça pourrait arriver, mais je les connais très bien, mes parents, depuis qu'ils m'ont mis au monde, tu sais. Je savais que ça arriverait pas, mais je m'auto-sabotais, je m'auto-bloquais. Tu t'assumais pas. Je m'assumais pas. Ouais, vraiment. C'est récent que je m'assume. Mais je trouve ça intéressant. On va commencer le jeu. On dirait qu'on est déjà avancé dans le jeu, mais quand même, là, je veux continuer là-dessus parce que tes parents étaient ouverts et c'est toi qui prenait un recul. Ouais. Comment t'expliques ça? Parce que des fois, on va reprocher aux parents de pas... de pas, tu sais, que la personne n'est pas à l'aise assez avec ses parents pour aller faire son coming out. Non, on est tellement à l'aise, la famille, on est extrêmement proches. Extrêmement proches depuis toujours, tu sais. On se parle tout le temps, mon frère, ma soeur, mes parents, moi. Tu sais, on est une famille vraiment tissée serrée. C'est le problème de pas s'assumer, puis c'est un trouble anxieux aussi que j'ai appris il y a 2 ans que j'avais ça, dans le fond, de l'anxiété. Puis c'est tout le chemin que tu fais dans ta tête avant de dire de quoi. T'avais des scénarios dans ta tête. Des scénarios catastrophes. Puis tu sais, je blâme pas mes parents, mais mon père a toujours été de même. Dans la vie, mon père, il s'attend toujours au pire, comme ça, il sera pas déçu. Mais quand tu t'attends tout le temps au pire, une raide de char, il pourrait un avion qui pourrait me tomber, ça c'est de l'anxiété. C'est pas normal. C'est pas correct de vivre ça. Puis mon père aussi, il fait de moins en moins ça. Mais ouais, moi, je m'attendais toujours au pire scénario catastrophe qui pouvait arriver. Puis tu fais du chemin dans ta tête. Quand tu as de l'anxiété, là, dès que tu es tout seul puis tu t'occupes pas, là, ta tête, elle spin. C'est des ruminations que tu fais. Puis on les voit pas. Tu les vois pas. Jusqu'à ce que tu en prennes conscience puis que tu t'arrêtes toi-même, là. Ben oui, parce que pour les autres, Annie Lupien, elle dit toujours, je reprends souvent cet exemple-là, que le stress, c'est que le mammouth est devant toi puis tout le monde le voit, ton mammouth. Ouais. Mais l'anxiété, le mammouth est dans toi. Donc, personne d'autre le voit que toi. Ouais. C'est que des fois, c'est plus dur à comprendre de l'extérieur. Oui, puis je l'ai compris quand j'ai commencé à le verbaliser. À ma gérante, à ma meilleure amie, mon entourage. Puis, un moment donné, je sentais que c'était beaucoup pour eux. C'est lourd, là, quand tout est le pire, puis tout peut arriver le pire, puis rien va bien, puis t'es stressé, t'es nerveux. Un moment donné, tu sens que c'est lourd pour le monde autour. Puis j'ai fait, allez voir une psy, voir. Elle fait, ben là, ça, c'est de l'anxiété. Mon petit cœur, là, voici quelques trucs, régler ça. Est-ce que ça t'a soulagé de savoir ça? Oui. Oui, je me tape plus sur la tête, là. C'est fini. Ça, pas assumer puis vivre dans le mensonge, ça, c'est colissement derrière moi. Excuse-moi, je vais sacrer aujourd'hui. Dans le podcast, on peut. Ouais, en télé, on ferait des bips. On est sur l'Internet après mais sur tout. l'Internet, tu peux. Mais vivre dans le mensonge puis me mentir à moi, ça, c'est derrière moi. Mais Fait que ça m'a soulagé de pouvoir faire voici le nom sur cette patente-là. Voici comment je peux
l'apaiser, le contrôler à tout le moins. Là, est-ce que ta famille, quand tu as fait ton coming out, ton premier coming out, est-ce qu'ils t'ont dit, ben on le savait? Qu'est-ce que tu penses? Il me semble que... Il me semble, je me souviens plus exactement de la journée, mais je sais qu'on était dans le Chevrolet Blazer brun de ma mère. En 2003, si tu veux tout savoir, mais c'était pas en 2003. Il était rendu vieux, le truc. On partait du 10-30, ça arrive sud, puis on retournait à Saint-Jean. Puis je pense que je textais probablement un garçon avec beaucoup de sourires. Puis tout. Ma mère a dit « Hey, tu serais-tu gay? » Parce que ça serait correct. Hein? Là, j'ai fait « Oui, oui! » Elle a dit « On le sait depuis que t'as genre 4 ans. » Mais là, on a beaucoup ri. Mon père aussi a fait « Bah, y a-tu quelque chose qu'on sait pas que t'auras à nous dire à la place? » Fait que ça a super bien passé. On a ri, puis c'était bien correct. Fait que ouais, ça a super bien passé. Puis la drague, 6 ans plus tard, je devais avoir... Ouais, c'est ça. J'avais à peu près 24. Quand je leur ai avoué, ils ont fait « Hein? » On était tout autour de l'îlot de cuisine, toute la famille impartée. Je dis « La gang, il faut que je vous dise de quoi. Je vais partir une soirée d'humour. Là, puis là, ça va sortir, ces réseaux sociaux. Je fais ça dans la vie. Je suis Mona de Grenoble, je fais de la drague. » Ils ont fait « Depuis quand? » Je dis « Ouais, c'est ça. Ça fait à peu près 6 ans. » Ils ont fait « Hein? T'as après me dire qu'on a manqué le début, là? Pardon? Oh, moi aussi, j'aurais été comme eux. Il était super déçu. Puis je me suis senti mal parce qu'il était comme, on a-tu fait quelque chose? Pourquoi tu voulais pas nous le dire? Puis j'étais comme, c'est vraiment moi, là. C'est pas vous autres, c'est moi. Puis j'arrivais pas à le nommer. Puis tu vois, à cette heure, on en a reparlé récemment. Puis c'est l'anxiété qui a fait ça. Mais c'est pas eux autres. Mais ils étaient déçus. Puis ils se sont sentis mal. Puis mes parents, mon père, ma pauvre sœur aussi, ma pauvre sœur a dit, est-ce que j'ai dit quelque chose quand on était jeune que peut-être tu pensais que j'étais homophobe ou j'ai-tu dit un mauvais mot? Il me semble que j'ai peut-être déjà dit tapette quand on était jeune. Il me semble que c'était un exprès. J'étais comme Audrey. Je sais pas, ça, je m'en souviendrai pas. Il se blâmait, il se sentait mal. Je suis comme, c'est pas vous autres. C'est tout moi. Je sais pas comment vous l'expliquer. Puis aujourd'hui, je peux l'expliquer mais mieux. Mais quelle belle famille. Ah, ils sont géniaux. Puis du monde de party en plus. Je les aime. Ah oui, ouais. Parce que je comprends leur affaire. Okay. C'est comme si c'est eux qui se sont sentis mal. Est-ce qu'on était à la hauteur? Exact. Pour que, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah, c'est vraiment beau. Ouais. Comme c'est crève-cœur aussi d'entendre tes parents te dire ça. Puis c'est ça, j'étais comme, hey, pour vrai, c'est zéro, vous autres. Ces parents-là sont parfaits. Là, ils vont entendre ça, ils vont faire, il n'y a personne de parfait, là, dis pas ça, mais ils sont parfaits. Mais ils sont vraiment parfaits pour chanceux. la personne que tu es. Exactement. Et Mona de Grenoble, pourquoi? Pourquoi ce nom? Parce que c'est tellement niaiseux. La personne avec qui j'ai commencé la drague, c'était un ami d'impro. Puis on a commencé ensemble, 2 matantes. On était comme des sœurs cosmiques. Puis son nom, lui, c'était Colette Depart. Puis Colette Depart était plus boulotte à l'époque, OK? Moi, j'avais mon métabolisme d'enfant de 12 ans encore à 18. Là. Je pesais 120 livres, chasse, OK? Colette Depart était plus boulotte. C'était la matante Bobli, heureuse, ricaneuse. Mona, à côté, moi, je savais que mon prénom, ça allait être Mona. Mona, à côté, c'était ma tante sèche, aigre, plus roast, un peu plus violente, plus bête, tu sais. Puis comme on était 2 sœurs cosmiques, j'étais comme, faudrait que j'ai un jeu de mots de nourriture aussi, tu sais, que ça marche. Puis on avait Colette Depart, une viande grasse, tout ça. Puis à côté... On brainstormait au café où je travaillais, puis on avait un pot de noix de Grenoble. On a fait « Ah, Mona de Grenoble. » Ça marche. Fait que ça a été ça. C'est niaiseux rare, mais là, c'est resté. Mais Mona, tu dis c'était comme évident. Ça vient d'où, Mona? Je sais pas. Sais-tu inconsciemment François Pérusse? Mona, ben Mona, oui. C'est la femme du gars qui magasine, ça se peut-tu? C'est-tu ça inconsciemment? C'est un nom à 2 syllabes qui me fait rire. La mode au Cabaret Mado aussi était beaucoup au nom à 2 syllabes qui finissent en A. Tu sais, t'avais Nana, mais les noms qui finissent en A beaucoup, là, Serena, Alexia, tout ça. Parce que moi, Mario m'a appelé Mona pendant des années. C'est-tu vrai? À cause de François Pérusse. Hein, maintenant, c'est devenu un ami parce qu'on a tellement écouté les albums qu'il y a une année, pour la fête de Mario, écoute, François, je le connaissais pas. J'ai appelé son gérant. Je pourrais parler à François. Je pense qu'il travaillait à CKMF à l'époque. François me rappelle. Je dis, écoute, Mario était chef de parti, mais il était jeune, là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'explique ça. Il s'en vient au party. Il y avait peut-être 50 personnes dans notre appartement. Il a ouvert le frigidaire. Il a vu qu'il y avait de la bière. On avait tout enlevé les tablettes. Il dit, OK, ça, c'est un party. Wow. Et on est devenus amis à ce moment-là. Puis on avait fait un quiz sur les albums du peuple. Ouais. Je pense que c'est Mario qui avait gagné contre François, imagine. OK, ouais, mais ouais. Mona, pour nous, ça a été... C'est pour ça que je te demandais ça,
parce que ça a été Mario. Bon, Mona, on sait bien, tu sais tout. Tu sais, C'est ça, c'est comme un prénom qui dégage ça, qui dégage chez tout. Puis un peu, là, Mario, tu me corrigeras, là, puis je donne pas d'intention à Mario, mais un peu la Germaine, un peu la. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ça se dit bien Mona, avec la diphtongue, là, pas Mona. Là. Non, moi, quand elle me disait hey, Mona, j'étais OK. Ouais, mais c'était drôle parce que je trouve ça. J'aime ça, moi, quand ça a un lien. Puis ça, en tout cas, si t'as été un peu inspiré par François Pérus, je comprends tellement. Ouais. Mais ça transparaît pas nécessairement dans mon humour. Non, mais. Mais c'était un nom qui me faisait rire, que j'aimais beaucoup. C'est ça, parce que c'est un nom qu'on a entendu beaucoup pendant une certaine époque. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Oui, oh mon Dieu, c'est là. Alors, on a le niveau vert qui sont des questions génériques, le niveau jaune des questions plus spécifiques, les questions rouges des questions plus personnelles, le niveau rose des questions sexuelles et sensuelles. J'adore. Après avoir vu ton spectacle, je me dis que tu n'auras pas de misère avec le niveau Eros et compagnie. J'en reviens pas. T'es pas venu me donner un bec après le show. C'est mon texte qui a dit Marie-Claude Barrette. T'es là, j'étais tu ris? T'es-tu correct? J'étais assis à côté, mais c'est parce que tu t'en allais, t'avais le lendemain l'émission, je pense qu'il fallait que tu regardes Big Brother, la première émission, donc t'es parti tôt, tu nous as dit ce soir, je sais pas. Fait que on va le laisser tranquille, fait qu'on est parti, mais là, je savais que j'allais te recevoir. Fait que, il y a la question réseau. Je trouve que c'est toujours une belle façon, cette question-là, de terminer le jeu. Très bien. Et le Joker, c'est si tu trouves que les sous-questions, t'es tanné d'y répondre, qu'il y a un malaise, tu mets le Joker, je passe à l'autre question. C'est-tu déjà arrivé? Oui. Qui? C'est déjà arrivé. Il y a eu. Attends une minute. Oui, c'est arrivé. Il y a entre autres Marie-Mé qui l'avait toujours dans ses mains, le Joker. OK, t'es sénère. Un petit stress, Marie-Mé. Puis à un moment donné, elle a dit Joker. Fait que je passais à une autre question. Attends, c'est moi qui oublie, là, mais oui, il a été. Mais pas souvent. Mais attends, c'est qui est venu puis qui me l'a vraiment. Comme c'est Michel Courtemanche. Michel Courtemanche, à un moment donné, il avait vraiment un malaise avec ma sous-question. Je pense que ça y ramenait des mauvais souvenirs. En tout cas, c'est moi qui interprète, mais il a mis le Joker puis on a arrêté. C'est intéressant, mais moi, on dirait que c'est plus révélateur. Ça parle plus quand tu mets un Joker à une question que si tu y répondais. Je suis fou de penser ça. Ben ça dépend, parce que ce qui arrive ici dans le jeu, des fois, on arrive dans des zones très personnelles et ça implique d'autres membres de notre famille. Je comprends. C'est que c'est toujours délicat, cette zone-là, parce qu'ils sont pas là pour se défendre, ou est-ce que tu vas te faire appeler par toute ta famille pourquoi tu as dit ça? Tu comprends? Fait que des fois, t'es mieux de mettre le Joker pour dire, regarde, je saisis bien. C'est que tu vois des fois l'invité que, le scénario se développe, fait que je respecte ça. Alors, moi, ça me permet de poser les questions que je veux, parce que c'est ma protection aussi, le Joker. Très bien. Tu comprends? Fait que, mais t'es vraiment pas obligé de l'utiliser. Ben, je vais l'avoir en tête, mais moi, je suis déjà à mettre dans la merde avec des podcasts. Là. On en jasera peut-être selon les questions. Là, tu les brasses sur la table comme ça. Tu vas m'en donner 5. Je vais te les lire. Je shake, Marie-Claude. J'ai les mains plus moites qu'à l'habitude, mais sont généralement toujours très moites. Bon, mais parce que toi, c'est ça, tu t'en fais des podcasts, tu connais cet univers-là. Ouais, mais tu sais, j'en ai fait, j'ai un peu commencé dans l'humour avec ça, le prochain stand-up puis les podcasts. Mais tu sais, les podcasts, ça reste sur Internet. Des fois, une joke un peu trop trash, ça crée du trouble. Alors, on va voir si tu as appris. Alors, voici les questions. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Quelle est ta plus grande peur? Quel est ton pire défaut? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Wow. J'y vais dans quel ordre? Tu en choisis une et j'en choisis une. OK, très bien. Je vais choisir trait de caractère sur lequel j'ai travaillé. Parfait. Je te dirais, c'est-tu un trait de caractère? Colérique. Bon, je l'ai été beaucoup. Ouais. Certaines personnes diraient, c'est sûr, t'es bélier, blâmerais ça sur la planète. Non, je pense que je blâmerais ça sur la maturité, moi. Mais j'ai toujours été très longtemps quelqu'un qui se fâchait vite. Comment tu manifestais ça? À partir de quel âge tu te souviens que tu piquais des colères? Depuis l'adolescence. L'adolescence. La seconde que j'ai catché que j'étais gay, puis que je voulais pas l'avouer, je me suis mis à vivre un peu dans le mensonge, dans le secret. Puis ça, c'est quelque chose qui pèse lourd, en véreux sur tes épaules. Tu sais, c'est comme un nuage noir au-dessus de ta tête tout le temps. Puis tout ce que je vivais, même si c'était le fun,
je trouvais le moyen de trouver quelque chose qui me fâchait. Parce que j'étais pas moi-même à 100%. Tu déviais l'attention à quelque part. Je déviais l'attention, il n'y avait rien de vrai, j'étais dans le secret, je me sentais mal, je m'haïssais pour ça, puis je me choquais vite. Comment t'as su que t'étais gay, puis comment t'as commencé à vivre ça? Comment on se l'avoue? Parce que ce que je comprends, c'était assez difficile. Je l'ai su, tu sais, à un moment donné, tu réalises bien que les petites filles, ça t'intéresse pas à l'école, t'es comme OK. Puis là, tu commences à trouver des gars beaux ou, tu sais, tu fais mais mon Dieu, peut-être je suis gay. Puis sexuellement aussi, là, tu sais, moi, je suis de la génération, on avait la porn sur l'Internet. Fait que là, je catchais bien que la fille, dans le vidéo, je regardais pas, je regardais le monsieur. Puis j'étais comme OK. Puis, tu sais, c'est une année que tu développes peut-être des sentiments pour un ami de gars que t'as ou un gars que tu connais. Puis tu fais mon Dieu, c'est mon genre. Tu le sens, là, les petits papillons. C'est là que tu fais sacrifice, je pense que je suis gay. Puis moi, je me rappelle, j'avais un ami qui a fait son coming out très tôt au secondaire. Puis quand il l'a fait, on s'est éloigné. Parce que j'étais comme, il s'assume. Wow! Comment? Puis on s'est éloigné parce que moi, j'assumais pas encore ça en moi. Je le savais pas à 100% que je l'étais. J'avais beaucoup peur de ça. Homophobie internalisée. C'était tout en dedans de moi. Puis on s'est éloigné. Puis je m'en suis voulu de ça, parce que j'ai fait, tu sais, si j'étais encore ami avec en secondaire 3, 4, 5, ça aurait peut-être aidé, moi, j'aurais pu y jaser, poser des questions. Mais ça vient d'où l'homophobie internalisée? Je sais pas. Mais quand on est jeune, puis là, il y a un article qui est sorti récemment que le malaise face à l'homosexualité a augmenté chez les jeunes, mais tu sais, les jeunes générations sont toujours plus en avance que celles qui la précédaient, là. Tu sais, nous autres, c'est être gay, être fif, être tapette. J'ai le droit de dire ces mots-là en passant tout le monde. C'était une insulte. C'est bien gay, ça, madame, de voir là. Tu sais, c'était une insulte. Puis je pense qu'inconsciemment, on mettait ça à côté de la traque, qui est la traque normale. À toutes les fois, il y a quelque chose. Tu avais une interprétation de ça. Ben oui, je le faisais, c'est inconscient. Là. C'est de la façon, pas de la façon qu'on était élu, mais de la façon, tu sais, l'entourage dans lequel on vit, le contexte dans lequel t'es. J'avais beaucoup d'amis de gars. Moi, j'étais ami avec toutes les castes sociales de l'école, les rejets, les popus, les sports, les arts, les ci, les ça. Fait que, tu sais, moi, c'était naturel pour moi. C'est un mécanisme de défense aussi, là, d'être chum avec tout le monde puis de m'adapter à leur niveau de langage, tout ça. Mais ouais, je sais pas. C'était. Tu sais, moi, j'ai été longtemps en suradaptation à cause de mes nombreux déménagements. Puis quand j'ai eu 30 ans, j'ai vécu quelque chose, en tout cas, puis je me suis rendu compte que ma vie était une adaptation et que je ne savais pas qui j'étais parce que j'étais tout le temps ce que l'autre voulait que je sois quelque part. Tu sais, quand tu arrives People pleaser un peu. Ben, tu sais, c'est-à-dire, on fait ça ou ça, ben, OK, ça va être correct. Tu sais, de pas s'affirmer, c'est de pas. Tu sais, à quelque part, tu t'effaçais un peu en suradaptation. Ouais, ben, c'est un problème que j'ai encore. Puis tu vois, ça me flash. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma psy, faut que j'y aille, mais le people pleasing, moi, j'appelle ça comme ça. Mais suradaptation, effectivement, c'est ça le bon terme. Parce qu'il y en a qui ont de la rigidité. Tu sais, quand ça s'adapte pas, c'est des gens qui deviennent rigides. Mm-hmm. Mais dans l'autre spectre de s'adapter toujours, ça vient avec des conséquences. Ben, je dis tout le temps, la bonne chose, faire plaisir à cocotte. Je vais éviter la confrontation, sauf si on joue sur mes valeurs les plus fortes, là. Mais en général, je mets pas mes limites, moi. C'est ça. Je mets pas mes limites, puis je m'affirme pas. Mais si on tu t'effaces à quelque part. Ouais. Ben, ça, je l'ai encore. Tu vois, ce problème-là, je l'ai encore beaucoup. De plaire au monde beaucoup, là, ça, c'est fou, là, mais de tellement vouloir plaire que... Ouais, tu te moules un peu. Là, c'est comme tu dilues un peu. Mettons, moi, je suis bleu, toi, t'es rouge. Ben là, m'a viré mauve. Là, tu sais, m'a me diluer un peu à toi. Là, puis on va faire tes décisions. C'est vrai que j'ai de la misère à faire ça. C'est peut-être ça la raison pourquoi j'avais de la misère à sortir du garde-robe. Ben, quel tort, Marie-Claude Barrette! J'avais jamais fait cette introspection-là, vierge. Ben, écoute, t'en parleras à ta psy, peut-être qu'elle va avoir une autre analyse, mais ce que j'entends, parce que moi, je te dis, j'ai réalisé ça, j'avais 30 ans, je me disais, mais dans le fond, je me suis toujours adaptée. Ou, tu sais, à un moment donné, j'ai eu besoin des autres, puis il y en a qui sont pas venus vers moi. Je me disais, c'est drôle, moi, j'étais tout le temps là. Je me suis toujours adaptée. Et à un moment donné, je me dis, mais est-ce que je me suis déjà affirmée? Est-ce que j'ai vraiment déjà nommé les choses? Tu t'haïssais-tu pour ça, la suradaptation? Non, mais c'était le temps que je m'en rende compte. Tu comprends? Parce que des fois, c'est dur. Tu sais, tu es un peu frustré. Ouais. Tu disais, c'est pas ça que j'aurais fait, finalement. Ouais. Ben, d'où la colère aussi. Ouais. Le secret, la suradaptation, moi, j'ai exactement ça. Puis je me retrouve encore aujourd'hui dans des situations dans lesquelles j'aurais pas été là.
je me serais bien passé de ça, mais c'est pour plaire, puis m'adapter à l'autre, puis faire plaisir. Si j'ai dit oui ou j'ai dit la bonne affaire, t'as fait plaisir. Des fois, dans une conversation, mais dans un débat, des fois, si ça touche pas à mes valeurs nécessairement, m'être de ton bord. On va éviter ça. Mais est-ce que ça fait, là, je pense que, tu sais, la colère, elle peut venir de ça aussi, parce que c'est comme en endurant toutes des petites frustrations de c'est pas ça que j'aurais fait, c'est pas ça que j'aurais dit, c'est pas ça que j'aurais mangé, c'est pas là que j'aurais été. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y a plus de place pour où est-ce que je serais allée, qu'est-ce que j'aurais mangé. Ouais. Tu sais, parce que ta colère, est-ce que tu la faisais sentir aux autres ou c'était une colère qui était à l'intérieur? Très à l'intérieur, puis ça a toujours été ma garde rapprochée qui vivait les trop-pleins. Là. Fait que c'est-tu mon conjoint de l'époque, c'est-tu ma meilleure amie, ma famille, tu sais, ça m'arrivait, je me choquais vite pour des hosties de niaiseries des fois, mais c'était comme l'accumulation de tout. Puis après 10 minutes, t'es comme « Oh là là! » J'ai dépassé les bornes. C'était trop, je m'excuse, mais je suis aussi un asti de têtu, fait que je l'assumais pas tout de suite. Là, puis c'est le niveau de maturité aussi. Je te dirais que depuis la fin de ma vingtaine, ça arrive plus parce que je m'affirme plus, de plus en plus. Je m'assume à 100%. Puis je suis aussi plus mature, capable de me parler puis d'éviter les débordements. Les débordements puis la colère qui pète trop vite. Mais oui, j'ai beaucoup eu ça. Puis tu sais, je me suis même demandé à un moment donné si j'avais un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, parce que j'étais comme un plan qui va changer à la dernière seconde. Je viens, là, ça bouille en moi, des changements pas prévus, des affaires pas prévues. Je bouillais. J'étais comme, il me semble que c'est un trait des personnes autistes, tu sais. Peut-être je le suis. Et finalement, non, fuck all, zéro. C'était vraiment comme un... C'était plus émotif, plus psychologique, tu sais. C'était vraiment la suradaptation, comme tu dis, le fait de vivre d'un secret. Hey, de la drague, là, cachée pendant 6 ans, là. Ça, c'était lourd, là. Puis c'est beaucoup de déni puis d'évitement que je faisais. Je voulais pas affronter ça. Puis ça, c'est une espèce de lourdeur qui reste tellement longtemps puis qui gâche tout le reste de ta vie autour, là. Et pourtant, tu sais, la drague, il y a quelque chose de joyeux, de divertissant, de... Ben, c'était ça exulte oui, quelque c'est chose ça, là. aussi. C'était très exutoire, c'est ça le mot? Oui, je pense qu'on va dire que c'est ça, mais on comprend. On le dira, oui. Mais c'est ça, t'exultais quelque chose à travers ça. Il y avait ça de bon, mais dès que tu sortais du mado, moi, j'avais tout le temps. Puis, tu sais, à chaque show, hey, là, d'un coup, que c'est ces réseaux sociaux, puis d'un coup, quelqu'un le voit dans la famille, là, ils savent pas, ils vont-tu reconnaître ma voix, ils vont-tu reconnaître ma femme? D'un coup, puis, tu sais, je me souviens, j'avais fait un show de Mado à Juste pour rire, ça fait longtemps, c'était le Mado Got Talent, je pense. C'était un show de variété, ça avait des invités, mais on était 4 dragues qui étaient les juges, puis on donnait des notes à chaque numéro, puis on parlait. Mais ça, c'était diffusé. Il y avait des entrevues aussi. Il y avait, je me rappelle, je pense que c'était TVA qui était venu filmer, puis qui jasait aux dragues, puis on était là. Puis moi, je me rappelle, j'ai dit de quoi? Je savais pas si ça allait passer dans le topo, mais j'ai dit une phrase, je suis comme, d'un coup, qu'ils reconnaissent ma voix, ils le savent pas. Fait que là, tu vois, ce contrat-là était devenu rapidement stressant pour moi. Mais dans ton anxiété, là, qu'est-ce que tu imaginais à ce moment-là qui aurait pu arriver avec tes proches, qui t'auraient découvert? Je sais pas, je m'imaginais des scénarios catastrophes d'un coup qui sont pas d'accord avec ça, puis qui me font en morale, qui me disent que c'est pas correct. Puis des fois, je me parlais. Après une couple de jours, je suis comme, mais non, c'est pas leur genre, tu sais. Mais d'un coup, que là, on se pogne, puis sont tristes ou sont fâchés parce que je leur ai pas dit. D'un coup, qu'ils ont peur qu'il y a encore plus d'autres secrets derrière ça, alors que non, puis je partais en vrai, tu sais. J'avais peur de la conversation, j'avais peur d'avouer. Quand tu leur as dit ce deuxième coming out-là de drague, comment tu t'es senti? Ah, mon Dieu, tellement bien. On a trinqué à ça. Et là, tu pensais plus à rien, là, tu faisais un spectacle, puis... C'était fini, la semaine d'après. Les réseaux sociaux, tant mieux, au contraire. Ben, tant mieux. Là, je me suis mis vraiment à investir dans ce travail-là, puis à m'investir plus aussi, à pas le vivre en secret, tu sais. Je me suis mis à m'y mettre à fond les ballons, à considérer ça comme plus sérieusement, moins comme un hobby. Puis ils sont venus à mon show de la semaine d'après. Là. Ils étaient assis en avant, ils criaient, ils riaient, il y avait du fun. Ils ont fait « Ah, c'est cool! » Puis là, ils se sont mis à regarder tout ce que je faisais. Puis c'était mes plus grands fans dès ce moment-là. On a trinqué à ça. Puis je suis devenu quelqu'un d'autre, littéralement. Je suis devenu comme plus de poids ses épaules, puis tout était rendu le fun, tu sais. Puis ça a été la plus belle affaire. Là, c'était à partir de ce jour-là, j'avais plus de secret de mes parents. Il n'y avait plus de secret. Ça a apaisé ta colère. Ah, Chris, oui. Oui. Parce que la colère, c'est pas bon. C'est-à-dire où c'est normal d'avoir des colères, mais oui. Une colère qui dure, je veux dire, physiquement,
c'est pas bon, là, tu sais, être en colère, là. Tu te crées des cancers, là, quasiment. Ben, Là, tu sais, il y a je du pense monde que qui c'est le dit ça. Là. cortisol qui fait que tu crées de l'inflammation dans ton système. Ouais, vraiment donc pas bon. C'est pas sain, là. C'est zéro sain, puis après, oui, c'est ça, la colère, c'est une émotion normale. Fait mais... que là, ça va mieux, ton côté colérique. Oh, Christ, oui, ben il n'y a plus de trop plein. Fait que si quelque chose me fâche, je vais l'aborder différemment, je le nomme différemment. Tu le fais pas sentir à quelqu'un ou à un moment inapproprié. Non. Parce que c'est ça que ça fait, une colère camouflée. Ouais. C'est que ça explose, mais les personnes disent, qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu déjà vu des regards de tes proches après une colère? Tu dis, crime, je pense que je leur ai fait peur. Non, peur, non. C'était jamais physique, c'était jamais... Mais je veux dire, dans ton regard... Dans mes mots, dans comment j'étais fâché. Pas peur, mais un peu comme... Ça va, là. Il me semble que c'est lourd, là. C'était plus décevant, là. C'est quoi son problème, là? Ouais, plus c'est quoi ton problème, mettons. Puis moi, ça me fâche encore plus. Peux-tu en parler? Wesh! Ça me fâche encore plus. Tu sais, quand tu réalises que t'es lourd puis que c'est niaiseux ce que tu viens de faire, ben en tant que personne boquée, tu continues, là. Oui. Tu gardes ton bout. Même tu vas avoir raison. Avec quelqu'un, voudrais-tu m'en parler? Ça va pas. Ouais, exact. Ben mon oncle, je me souviens de mon oncle, excuse-moi, mais mon oncle Pat, qui est le conjoint de la sœur à ma mère, quand j'étais jeune, 14-15 ans, je savais que j'étais gay, tout ça. Lui, il savait, puis moi, mon mécanisme de défense, ça a toujours été l'humour. Fait on roast puis tout, puis lui, il me roastait, puis il me roastait ses affaires, et je le détestais, cet oncle-là, parce qu'il était trop ouvert. Il savait exactement qui j'étais sans que je le dise à personne. Fait que je me souviens, je le laissais. Il me faisait brailler, il me faisait péter des câbles. On rentrait à la maison, je broyais. Je l'aime pas, Pat. Bon, aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs chums, tu sais. Mais quand j'étais jeune, puis on en rit, il me le compte souvent, là, il se rappelle d'anecdotes. J'étais ticu. Mais je laissais, il me faisait fâcher, mais parce qu'il savait exactement ce que moi, je voulais pas avouer, tu sais. Fait que là, il tournait autour. Ben, il y a ça. C'est pas nécessairement bon qu'il fasse ça, mais en même temps... Tu sais, dis-moi, on avait du fun, là. T'étais un gars qui faisait des jokes, puis tu comprenais les jokes que j'en faisais, puis c'était pour t'aider en même temps de dire c'est correct, tout ça, puis peut-être ça aurait débloqué, mais moi, j'étais tellement bouché de partout que je gardais ça en moi, puis je le laissais crever, puis c'est ça, là, à partir de 18... Ben, tu sais, 17, 18. Tu sais, quand tu commences à être plus mature, à être un jeune adulte, puis là, la vingtaine, tout ça, là, on est devenus très, très proches, mais il dit, quand t'étais jeune, je le sentais que tu m'aimais pas, puis lui, ça le faisait rire aussi, c'est ça. Il y a ça de mauvais de sa part, là, mais il adorait ça, là. OK, aujourd'hui, bon, le souper est fait. OK, on a jasé de la maison à lui, OK, les rénaux à elle, ça, c'est... Bon, mais moi, les peser sur ce piton-là. Il pesait dessus, puis moi, ça éclatait. Ah, c'était bon, pareil. Ouais. Tu t'en souviens? Ouais. Et puis t'en ris, c'est bon. Oui, on vieillit tout. La question que je vais te poser, c'est à quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Je sais pas, hein? Chez nous, avec mon chum à la maison, pleine possession de mes moyens. C'est là que je suis bien. Parce qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'autre monde qui te regarde, il n'y a pas d'enjeu de comment je parais, ni. Si je suis chez nous, je suis vraiment... Puis tu vois, toutes mes béquilles tombent quand je suis chez nous. Quand tu ouvres la porte de ta maison. Puis je rentre, toutes mes béquilles tombent. Tu sais, chez nous, je bois pas. Je suis quelqu'un qui boit, là, moi, dans la vie. Toujours un petit verre de vin dans les mains, je suis bien. Si on se fait un beau souper, mon chum puis moi, je vais ouvrir une bouteille de vin, mais chez nous, je bois pas. À job, partout, tout le temps. Moi, j'ai un verre pas loin. Je bois un verre tout le temps. C'est de même, je suis bien. Ça me délousse, ça calme un peu mon stress généralisé. Fait que, tu sais, je bois tout le temps. La cigarette, j'étais un gros fumeur. Mais chez nous, j'ai pas de cendrier dans la cour, sur la terrasse. J'ai pas de cendrier. Je fume pas chez nous. Ah, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Je te le jure, c'est weird. J'ai jamais entendu ça. Je suis en congé 2 jours chez nous. J'ai pas de souper d'amis de prévu. J'ai pas un souper de famille de prévu. J'ai rien. Je sors pas, là. J'ai pas à prendre le char, sortir. Si, mettons, 48 heures, je fumerais pas, puis je serais pas... chez nous, je fume pas. J'y pense pas. Dès que je sors de chez nous, je vais en allumer une, aller faire mes commissions, aller travailler. J'aime ça, fumer. Ça me relaxe. C'est pas correct, fumez pas, tout le monde, mais j'aime ça. On dirait que c'est quelque chose à faire. C'est une raison aussi de, si on est dans une sortie, de sortir une fois de temps en temps, prendre mes messages, tu sais, on retourne, tu sais. Fait que je pense que je répondrais chez nous parce que je suis en pleine possession de mes moyens. Mes béquilles sont pas là quand je suis chez nous, tu sais.
C'est assez impressionnant weird, ce que tu hein? viens de raconter. Parce C'est que, tu sais, la weird. nicotine, là, si les gens fument et ont de la misère, c'est que c'est vraiment, ça crée une dépendance. C'est une drogue addictive. C'est une des drogues les plus addictives qui existent, la nicotine. Uh-huh. Donc, toi, c'est comme si ta maison compense. J'ai pas un tempérament addictif à la base. C'est là. probablement ça. Parce Tu sais, que... déjà ça. Mais je pense que si j'étais pour arrêter de fumer, ça serait difficile parce que j'ai quand même la nicotine en moi. Puis ce besoin-là, il ressort dès que je suis pas chez nous. Fait que je Comment? dois être accro pareil, mais c'est ça, c'est weird. Je te dirais, parce que j'aurais dit, tu sais, c'est facile à dire, c'est la scène. Mona, elle a l'air confiante, à l'aise, tout ça, mais c'est la scène. Je suis pas en pleine possession de mes moyens. C'est pas moi qui décide si le public trouve ça drôle ou pas. C'est pas moi qui décide si quelqu'un va se choquer ou pas dans la salle. Je le sais pas. Fait que je suis pas en pleine possession de mes moyens parce que j'ai toujours ça dans ma tête. Je suis en performance, je travaille, de la réflexion tout le temps. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, puis dans un bar avec des amis, là, ou tu sais, dans un bar avec mon tech, on est allé dans un Dolly's en région, là. Puis là, on prend un verre, puis tout, on joue au pool. Entre deux shows, tu sais. Puis il y a du monde qui me regarde, puis là, OK, ils me regardent-tu, ils m'ont-tu reconnu? Ou c'est-tu du monde qui haïsse les dragues? Ils vont-tu crever mes tailleurs dans le parking? Ils vont-tu venir m'insulter? Je suis pas en pleine possession de mes moyens. Je suis en train de penser à 1000 affaires en même temps. Fait que chez nous, il y a tellement rien que même pas besoin de fumer, tu sais. C'est fou, là. Est-ce que tu sais, il y a quand même une pression sociale pour arrêter de fumer. Tu sais, il y a quand même, ça existe. Est-ce que tu sens le regard des autres quand tu fumes? Est-ce que ça existe? Je suis pas en train de te juger. C'est juste que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, quasiment tout le monde fumait. Ouais. Tu sais, ça a beaucoup tellement changé. Moi, mon père fumait dans l'auto, fumait partout. Ouais. Puis lui, il a arrêté de fumer, mais il est même plus capable de sentir une cigarette. Tu comprends? Je comprends. Mais tu sais, je trouve que tellement que ça a changé quand même dans la société. Ouais, non, mais je le sens pas, ça. Je le sens pas. Le monde le savent de toute façon. Je suis entouré de quand même pas mal de fumeurs, puis pas mal de non-fumeurs aussi, mais dans le milieu artistique, je pense que Ça passe. ça passe. Il s'en fout, mais non, je le sens pas. Non, je le Fait sens que ta pas. maison surpasse la nicotine. Je suis bien chez pas nous. banal. puis, tu sais, je suis assez sauvage. C'est ça qui est fou. J'adore le monde, mais je suis aussi très sauvage. Ouais. Moi, de tenir maison, là, un 48 heures, là, si mes amis m'appellent pas, on n'a rien à faire, on n'a rien de prévu, là, ou ma famille, ou que je suis bien chez nous, je fais mes tâches. Pense à, si on pourrait changer la déco, là, nan. Je vais faire mon Costco, j'aime ça. Là, ça, c'est bizarre parce que je suis pas chez nous, mais le Costco, c'est tellement free for all que tout le monde est dans sa tête, dans sa Toi, bulle. tu genre à tout savoir ce qu'il y a dans chacune des rangées? Non. OK, c'est ça. Moi, je fais tout et rangé, puis je regarde tout. Ils changent souvent, là. Mais je le sais, mais il y en a qui vont direct au but. Alerte rouge, les cheese crips sont de retour. Ça, c'est des petits craquelins cheddar Asiago. Ils n'avaient pas pendant un an dans mon Costco traitant. C'est revenu, je n'ai acheté 12 sacs. C'est tout dans dépenses chez nous. Goûtez à ça. Toujours est-il. Moi, c'est ça. Je peux être chez nous puis voir personne à part mon chum, mes chums, mon chien, puis je suis bien, tu sais. Mais ça, c'est tellement important ce que tu viens de dire, là. Ouais. Être bien chez soi, là. Tu sais, t'ouvres la porte de chez vous, puis c'est du bien-être qui t'envahit, là. Oui. Tu sais, je pense que c'est une quête. T'sais, pour ceux et celles qui ne l'ont pas, c'est quand même... Moi, je me suis toujours dit, dans ma vie, je vais être bien quand je vais ouvrir la porte de ma maison. Ouais. Puis si t'es pas bien en ouvrant la porte de chez vous, puis t'es pas bien dans ta maison, c'est quoi l'élément Ouais. qui... Trouve-le. Parce que c'est ta seule... C'est pas la seule place de havre de paix dans la vie, mais tu sais, ton chez-toi, c'est ton chez-toi, c'est ton havre de paix. Fait que s'il y a un élément perturbateur, tu le trouves et tu me claires ça. Ça peut être conjoint-conjointe, des fois, c'est plate. Là. Mais c'est plate, mais tu sais, il y a des signaux, là. Il y a des signaux, tu me claires ça, ça peut être... Moi, j'ai eu un appartement sur la rue Saint-Denis, en tout cas, il y a longtemps. C'était un 1,5. C'était vraiment pas beau. C'était un demi-sous-sol, mais c'était pas ça qui était grave. Mais c'est quand tu rentrais en dedans, te dire comment j'aimais arriver dans mon appartement, là. Tu sais, quand j'y repense, là, mais c'était plus que c'était mon cocon. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que je trouve qu'on peut pas juger un lieu, c'est comment on l'habite. Qu'est-ce que ça nous fait ressentir? Qu'est-ce que ça représente? L'aspect cocon, très bon aussi. Ton sommeil est important que tu sois bien chez vous. Moi, je reste exactement dans le... Avant, là, je loue un duplex. Là. En haut, c'est Mona. En bas, c'est moi. Là, tu sais. En haut, c'est mon bureau, tout ça. Il y a des racks de costumes, je te jure. En haut, c'est Mona, Oui. puis en bas, c'est moi. Non, mais c'est des racks de costumes, des accessoires, des perruques. Tu rentres, Ça t'es prend comme... de la place, là. Oui, c'est ça. Fait que... mais avant, mon lit était dans une pièce double. Puis à l'autre partie de la pièce, c'était du linge, des meubles, c'était comme un genre de walk-in. Puis j'étais pas bien. Puis depuis qu'on a déménagé en bas, on a pris la petite pièce en arrière puis on a fait notre chambre à coucher là. Puis
Depuis, je suis bien. C'est Marie-Christine Lavoie qui m'a appris ça. Elle travaille là-dessus, la psychologie du design d'intérieur. Ta chambre, il faut que ça soit petit. Si ta chambre est immense, fais des faux murs, des fausses cloisons autour de ton lit, tes tables de chevet. Faut que tu dormes dans un petit cocon. Le mot cocon est fucking important, puis c'est comme ça que tu vas être bien. Tu te réveilles à toi matin chez vous. Wow! Sinon, il y a trop d'informations. Il y a autour. trop d'affaires, trop d'espace, ça a l'air que tu dors moins bien. Là, les dessous de tout ça, je les connais pas, mais c'est Marie-Christine qui m'a appris ça. Très intéressant. Oui, faites-le. Pour vrai, ça change une vie. Fait que toi, ça a changé à la tienne, en tout Oui, cas. puis là, on a aussi, là, depuis ma nouvelle vie d'humoriste, tout ça, on est plus en moyen de décorer à notre goût. Là. Et on avait encore des vieux meubles qu'on traînait depuis nos premiers apparts respectifs, mon chum puis moi. On a tout donné ça sur Renaissance. Puis là, on a fait une maison, un appart qui nous plaît, qui nous ressemble, puis on est bien. Mais une petite chambre, une petite place où tu fais dodo, il faut que ça soit petit, c'est important. Puis c'est-tu coloré chez toi? Ben pas... Tout est blanc, les murs. Les planchers, bon, je suis pas propriétaire, c'est pas moi qui les ai décidés, fait que c'est comme de la tuile grise, ça ressemble quasiment à du ciment, là, du béton, mais c'est de la tuile. Mais la déco, oui. Mais on est très mid-century, puis vieille affaire quétaine, mais les tapis, les décos, oui, c'est coloré. C'est coloré, mais on aime beaucoup le bois, le brun. On aime le brun. Mais il y a beaucoup d'éléments de déco colorés, tu sais, des prints, des tableaux, des trucs comme ça. Ouais. Fait combien de temps t'es avec ton chum? Oh, il va maillir. Ça fait 4 ans. Oui, ça va faire 5 cet été. Est-ce que c'est ta plus longue relation? Non, j'ai une relation de 6 ans. Ouais. OK, donc, c'est une longue relation. T'es toute jeune. Ouais, j'étais tout jeune, d'ailleurs, puis c'était mon premier chum, c'était ma première relation, puis je suis resté là-dedans trop longtemps. Il n'a rien fait de mal. Moi non plus, mais on fitait pas. On fitait pas psychologiquement, sexuellement. Mon Dieu, on est dans la fleur de l'âge, on est dans notre prime là, sexuel, là, tu sais. On couchait jamais ensemble, quasiment. J'étais comme, comment ça fait qu'on est comme un couple de 73 ans qui vient de finir de payer leur maison, on est en retraite, puis là, c'est du jugement gratuit, là. Je dis pas ça des couples de 73 ans en général, mais on était comme un vieux couple, là, qui se touche plus, puis... Qui avait passé cette étape-là de l'espèce de passion, de la fougue. On a eu 2 semaines de passion. Après ça, on a eu 5 ans et 50 semaines de non-passion. Puis on se tapait sur le chaud, on n'avait pas les mêmes intérêts. Puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'est terminé? J'avais fait le deuil. En étant encore avec ça, c'est pas correct de ma part, là. J'aurais dû y nommer tout de suite, mais c'était encore dans l'époque où mon anxiété, mes ruminations, mon déni était très fort. Mais j'avais déjà fait le deuil de cette relation-là, puis je pense qu'on est resté... Je suis resté. Je l'ai pas nommé parce que financièrement, ça marchait. On était comme des bons colocs aussi, là, tu sais. Les deux, on travaillait du mieux qu'on pouvait. C'était difficile. Puis ce qui a fait qu'à un moment donné, ça marchait plus, c'est qu'on se chicanait tellement souvent. On se chicanait. Tout était une source de bisbille, de chicanage, d'ambiance, de marde, de la lourdeur. Puis à un moment donné, j'ai fait... Il me semble que c'est pas ça en couple. Puis lui, il me disait, je me rappelle, il dit, mes parents, des fois, ils se pognent, là, puis c'est normal, ils s'aiment. J'ai fait, c'est vrai, t'as raison. Puis à un moment donné, j'ai fait, ouais, mais on se chicane, mais je pense que je t'aime pas. Je t'aime plus. J'aimais ce qu'on était au début, mais là, je t'aime plus. Puis à un moment donné, le deuil était fait, puis une couple de mois après, j'ai fait, hey, excuse. Il faut qu'on s'en parle, mais c'est fini. T'sais. Ça marche pas. C'est pas agréable. C'était toxique pour les deux. Puis je sais que le mot toxique, il fait peur, là, mais c'était toxique. Genre, c'est ça, on n'était pas heureux. Puis on rentrait chez nous, on était malheureux. On n'était pas bien ensemble. Tout était une source de conflit. On communiquait colissement mal. Puis on n'était pas capable de se rejoindre chacun sur le même niveau pour communiquer correct. T'sais. J'ai dit, non, c'est fini, je m'excuse. Désolé. C'est pas longtemps après ça que j'ai rencontré mon chum dans ce moment. Genre, 1 mois, là, mettons. Puis est-ce que tu l'as su rapidement? Mon chum, ouais. Dans ce moment, Phil, oui, mais j'ai rien fait. C'est Phil qui est venu me chercher. Ça, j'ai pas eu ça. Ça, se faire cruiser, c'est le fun. Ça m'arrive pas assez souvent. Je sais là, que le monde savent que je suis en couple, mais si je suis dans un bar, vous pouvez me dire, cruisez-moi, je vais rien faire. Mais tu sais, quand juste se faire cruiser, dire, I still got it. Séduire comme ça. Still got it, tu sais. Mais non, mais Phil, je le savais là, à 100%. On s'est rencontrés en pleine pandémie. Je travaillais à la SAQ à l'époque. Puis en succursale, il n'y avait plus d'heures. Parce qu'on avait besoin de moins de monde. C'était ouvert encore, mais moins longtemps, tout ça. Ils m'ont transféré au SAQ.com, à l'entrepôt, ce que tous les employés, au lieu de servir des clients puis de placer ses tablettes, là, tu as les commandes en ligne, tu as ton petit chairlift de même, là, mais c'est comme les palettes sont en arrière. Tu te promènes dans un grand entrepôt puis tu remplis les boîtes des clients. Puis mon chum a été engagé au même moment où j'ai transféré.
parce que lui, sa job était fermée. Il travaillait dans une librairie. Puis il voulait de l'argent pendant la pandémie. Il avait rien d'autre à faire. Fait qu'il a pris un contrat de 3 mois là-bas. Puis on est les deux seuls gays. Tu sais, c'est tellement niaiseux. Non, c'est pas vrai. Il y en avait un autre. On était pas juste deux. Mais on était les deux seuls gays dans le chiffre de jour où ce qu'on était. Dans un grand entrepôt avec des centaines de personnes. Puis on s'est spoté une année. Moi, j'ai fait... On dirait que je m'assoirais sur face-là. Tu sais. Puis c'est vulgaire, mais lui aussi, il a eu le même feeling. J'ai l'impression d'avoir été dans ton spectacle pendant 2 secondes, là. Mais lui, il a eu le même feeling, mais moi, j'ai rien fait. Je venais de me séparer. Tu sais, on n'avait pas encore trouvé chacun un autre appart. Tout ça, c'était pas tout démêlé avec mon ex. Puis, tu sais, après les chiffres, c'était la pandémie, il n'y avait rien à faire, mais le parking était grand. Fait après les chiffres, où on allait dans un parc des fois avec d'autres gens avec qui on travaillait là, parce qu'on jasait pendant la journée. Puis là, on est dans un parc ou dans le parking, puis on prenait un Pepsi ou un verre ou une bière, tout ensemble, on jasait. Puis lui était là. Puis là, on s'est mis à jaser, puis tout. Puis là, lui, il s'est mis à m'écrire. Puis là, il me cruisait. Maintenant, je le sentais qu'il me cruisait, mais je faisais rien. Mais à un moment donné, c'est ça. Il a été trop bon. J'ai essayé de résister, mais il a été trop bon. Fait que là, on s'est mis à se dater. Puis ça n'a pas été long qu'on a fait. Mais le fun, ça. C'est tombé le fun. On est bien, hein? Ouais. Fait qu'on s'est resté de même. Puis jusqu'à nouvel ordre, ça n'a pas changé. Fait que je suis bien avec. J'ai comme découvert, c'était ça, être en couple, tu sais. Ouais. J'ai comme perdu 6 ans de... Où tu as appris à reconnaître. Tu sais, T'as raison. Tu sais, dans le fond, ça fait partie de ton histoire. Puis là, tu le sais, la chance. Ben, pas mais la chance de s'être trouvé. Tu sais, une chance qu'on ça de Jean-Pierre Ferland. C'est un peu ça. Des fois, c'est d'autres expériences qui disent OK, ça, c'est précieux. Ouais, mais j'aurais pu, tu sais, ce 6 ans-là qui est perdu. J'ai vécu des belles affaires avec. J'ai aimé ça, tout. Mais on aurait pu juste être des amis plus. J'aurais pu avoir une phase truie pendant ce temps-là. Oui, mais tu l'as dit tantôt. Tu as une grande capacité d'adaptation. Oui. Donc, des fois, c'est plus dur de nommer l'inconfort. T'as raison. Tu t'es adapté. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est... T'es bonne. Non, mais t'as raison, c'est des affaires que j'avais pas catché. Puis c'est en venant ici que tu le réalises, tu sais, mais... Ouais, c'est pour ça. Puis c'est pas un 6 ans perdu, là, t'as raison. Là, ça a servi à quelque chose. Mais ça sert à quelque chose. C'est que ça, tu voudras plus le vivre. Exact. Tu sais, tu l'as appris jeune, tu sais, puis en même temps, ben t'en sors pas démoli non plus. Tu sais, il y a des relations où les gens en sortent démolis, puis en même temps, ben peut-être que tu as reconnu plus rapidement ton chum, tu sais. Oui. Ben, puis ce qui est fou, c'est que la seconde cette relation-là s'est arrêtée, mon ex puis moi, les deux, on s'est mis à fleurir, là, vraiment, à devenir les personnes qu'on est aujourd'hui, puis à grandir. Fait que, tu sais, pour les deux, ça a été bénéfique. Je pense que ça n'a pas été cool sur le coup, ça n'a pas été facile, mais... Tu sais, lui aussi, je le regarde aujourd'hui, je suis comme, il est à sa place. Tu sais, ça aurait pu durer 10 ans aussi. Tu sais, dans le fond, 6 ans, peut-être que c'est raisonnable. Oui, t'as raison. Tu sais, ça fait partie de ton histoire. Niveau jaune, on devient plus spécifique. Là, tu vas me donner 4 cartes jaunes. Hey, je l'ai bien dit. 4 cartes jaunes. Dis-le 10 fois en ligne. Non, pas 10 fois, 2 fois. Je suis déjà contente. Tiens, celle-là, puis elle. Voilà. Première question jaune. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? OK. À quel moment as-tu dû te tenir debout? À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Quel type d'amoureux es-tu? T'en choisis une et je vais en choisir une dans ce niveau-là. C'est spécial, je le sais pas. Mais ça, c'est un moment spécifique? Oui. Un moment dans ta vie où tu as dit ça, je serais restée là. Tu sais, c'est comme un moment de grâce, là, des fois. Puis en même temps, il y en a qui nous sont sortis des moments avant une catastrophe presque. C'est j'aurais aimé que ça s'arrête là et ne pas vivre la suite. Je comprends. Je vais aller avec le moment de ma vie où j'aurais souhaité que le temps s'arrête, mettons. Puis ça va être super plate, mais ça serait genre l'année passée. OK, raconte. J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie, là, depuis que je suis sur mon X, puis je me suis trouvé, puis je sais ce que je fais dans la vie, ce que je veux faire. J'ai toujours été pas bien malheureux, mais... Tu sais, avant, je faisais, mettons, de la drague le soir. J'avais une job de jour. Mais j'étais pas bien dans mes jobs de jour. J'étais pas heureux. Puis quand je suis malheureux, j'ai tendance à pas être content. Fort pareil, hein? C'est intelligent ce que je viens de dire, là. Tout le monde. J'étais un psy. Non, mais j'étais pas heureux, puis ça faisait que j'étais quelqu'un... Tu sais, quelqu'un qui est dans un état dépressif, mais pas une dépression. Tu sais, quand t'es... Parce que tu le sais
à quelque part ce que tu voudrais. Je voulais plus. Tu voulais plus, puis tu ne l'avais pas. Donc, sans le nommer, sans faire quoi que ce soit. J'étais très paresseux. Tu sais, moi, je faisais mes chiffres à SAQ. J'avais un show Mado ou pas. Je rentrais chez nous puis je faisais rien. J'accomplissais rien. Je faisais juste être présent là où je devais être présent au moment où je devais l'être. OK. Puis j'étais plate. J'étais... tu sais, quelqu'un qui est dans... Tu sais, des fois, du monde, t'es pas bien, mais tu fais rien. T'as l'air bien dans ta marde, là. Sors-toi de ta marde un peu. Je faisais rien. J'étais pas... j'ai jamais été quelqu'un de très... comment qu'on appelle ça? Avenant, là. Très... Prendre les devants... Ouais, de l'ambition, là. J'avais Ouais. pas ça. C'était ça qui était ça. J'étais malheureux, puis je le réalisais pas, mais j'étais pas bien. J'avais pas d'ambition, c'était ça à vie, puis j'aimais pas ça, puis c'était plate. Puis depuis que j'ai commencé le stand-up, la drague m'a aidé un peu à comprendre qui j'étais, au cabaret Mado, tout ça. Mais l'humour a vraiment fait « Oh! Je pense que j'ai trouvé quelque chose. J'aime ça. J'aime le goût de ça. On dirait que je me sens accompli quand je sors d'un show, j'ai fait rire du monde. Oh! Et là, je me suis mis à avoir de l'ambition, à travailler comme un bœuf. J'ai jamais travaillé autant de toute ma vie. Là. Moi, je collais malade 1 à 2 fois semaine. La convention collective t'a fait en sorte que si tu collais malade 2 fois dans ta semaine, t'avais pas approuvé pourquoi. Fait que moi, je me mettais dans la marde financièrement. Ben oui, aussi, ça, je me disais, t'es pas payé non plus. Non, puis des choses que je cancellais, j'étais pas ambitieux, puis j'étais très paresseux, puis très malheureux un peu, tu sais. Puis avec l'humour, c'est ça, je me suis mis à travailler. Ma gérante Christine Blais, que je salue, que j'adore, qui est la meilleure personne sur la Terre, elle m'a appris beaucoup aussi. Puis tu sais, elle m'apprend encore aujourd'hui comment gérer ça une carrière, tu sais. Puis elle me dit, pourquoi on fait telle affaire, pourquoi telle affaire. Puis je fais, Chris, c'est vrai. Puis elle m'aide aussi, elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? Là, c'est what's next? C'est quoi la prochaine affaire que tu vas accomplir? Puis je suis comme, ben peut-être ça. Ah, bon, on pourrait essayer d'aller là, appeler telle personne, faire ci, ça. Pasteur, je travaille, là, tu sais, des fois, je fais 7 jours semaine. Puis pas juste une affaire dans la journée, là, des fois 2, 3, 4, en drague, pas en drague. Je travaille comme un bœuf, comme jamais j'ai travaillé, puis je me sens pas fatigué. T'es passionné. Asti, puis c'est un privilège, là. C'est comme si t'avais pas de passion avant. Genre, j'avais la petite chandelle éteinte, puis ma meilleure amie, Virginie, pourrait te le dire, on en a broyé. On était en boisson aussi, mais on en a broyé dans les chambres d'hôtel en jasant de ça. Mais Virginie, qui est ma scriptrice, qui travaille dans le même milieu que moi, c'est ma meilleure amie depuis que j'ai 14-15 ans. Tu sais, au secondaire, on se voyait à tous les soirs. On se voyait quasiment à tous les jours. Tu sais, aujourd'hui, avec nos métiers, tout ça, on se voit moins, mais on se parle 1 fois par jour sur FaceTime, minimum, des fois plus. 2-3 minutes, qu'est-ce que tu fais? OK, puis ta journée, parfait. On est tout le temps ensemble. Ben, pas ensemble physiquement, non, mais mais je comprends. Tout le temps en contact. Puis si on a du temps de lousse, on va probablement aller souper, découvrir un resto, on va se parler. C'est comme sans être un lien amoureux, c'est une âme sœur, là, tu sais. On a vraiment cliqué. Là. C'est 2 pièces de Lego. Puis quand, dans la pandémie, j'ai vu les auditions du prochain stand-up, j'appelle Virge. J'ai vu passer ça sur Facebook. Je pense que je vais m'inscrire. Là. Je vais essayer de faire du stand-up. C'est un rêve de petit cul que j'avais, l'humour, mais que j'ai jamais cru possible. Puis je me rappelle, elle tassait le téléphone, elle hurlait. Oui, tabarnak, enfin! T'sais, elle était comme, oui, mais ça! Elle écrivait, elle enseignait le théâtre, puis elle écrivait dans la revue Jeu. Elle dit, vu que j'écris un peu des articles, m'a t'aidé avec ta structure de texte, parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais lâché l'école, tout ça. C'est parfait, OK. Puis on a commencé le stand-up, puis rapidement, ça a déboulé vite, là, ma carrière, quand même. Là. Ça fait cette année. Là, en ce moment, ça nous fait 3 ans et demi que je fais de l'humour. Là. C'est fou, là. Tout ce que j'ai fait après, ça a été très vite, tu sais. Puis je me souviens, elle était tellement contente pour moi, elle m'a aidé, elle m'a appuyé. Hey, j'avais pas de char, là, je commençais pauvre comme la dèche. Puis il a fallu que je lâche ma job à SAQ parce que j'avais pas le temps de faire des shows, d'écrire, de faire des meetings, tout ça. Mais je n'étais pas encore payé très cher. Puis elle me liftait partout. Elle me suivait, m'accompagnait, on travaillait nos textes ensemble. Puis elle était tellement contente pour moi. Puis elle a dit, ta chandelle s'est rallumée le jour où tu as fait les auditions du prochain stand-up. Puis elle me contait ça en broyant. Elle dit, j'étais tellement contente, puis je suis contente pour toi. Puis elle aussi, elle s'est trouvée, là. Cette femme-là, ça s'assumait pas avant aussi. C'était quelqu'un qui avait pas confiance en elle depuis qu'elle écrit en humour, qu'elle travaille dans ce milieu-là. À Rouge FM, elle écrit entre autres tout ça. C'est une femme belle, grandiose, qui s'assume. Fait que les deux, notre chandelle s'est rallumée, mais elle... allumée. Ouais, elle était plus positive de nature, par exemple. Toi, t'es plus négatif de nature. Vraiment. Toi, ton verre, il est plus à moitié vide. Tout le temps. Ah ouais, hein? Fait que Ouais. c'est-tu un combat intérieur, ça? Oui, ben c'est le trouble anxieux qu'il faut que je gère. Tu sais. C'est vraiment moins pire qu'il y a 2 ans, je te dirais. Puis dans 2 ans, ça va être moins pire qu'aujourd'hui. Puis Si pour je ton continue. chum, c'est dur, ça?
Ça l'était au début, mais depuis qu'on a mis un mot là-dessus puis que je le maîtrise, puis je prends de la médication aussi qui m'aide beaucoup à ne pas spinner, là, puis partir en vrille, c'est moins dur, tu sais. Puis c'est lui au début qui me disait, on dirait que tu fais de l'anxiété. Tu sais, lui, il en fait un peu, puis on dirait que c'est de l'anxiété. Je suis comme, mais non, je fais pas ça, Colis, c'est pas ça. Là. Non, c'est parce que ça va mal, puis ça. Puis depuis que j'ai mis un mot là-dessus, t'es comme... Je te l'avais dit. Tu sais, le fameux « je te l'avais dit », c'est bien, j'y laisse, là, tu sais. Mais j'étais plus négatif, fait que elle est vraiment comme mais ta tu chandelle. sais que c'est là. ta tendance, c'est ça, là. Oui, c'est ma tendance, C'est ça. Là, je le travaille, tu sais. Puis là, puis en même temps, je trouve ça bien ce que tu dis, parce qu'une fois que t'es allé au bout de ta passion, tu l'as comme assumé aussi, cette passion-là, en prenant les devants dans ta propre vie. Ouais. Ça change ta vision, ça change ton énergie, c'est oui, énorme l'impact, là. Parce Oui, que c'est c'est comme énorme. si tu décris deux personnes différentes. Ben, puis tout mon entourage, mes parents aussi vont le dire. Ils ont dit, tu l'aurais-tu cru il y a 4 ans, 5 ans, quand tu travaillais à SAC, aurais-tu cru que tu serais là aujourd'hui? Non. Puis ils parlent pas d'argent, là, ils parlent de la personne que t'es puis comment t'es bien. Je comprends plus ton show une fois que tu me parles de ça, parce que, tu sais, quand tu commences, c'est beau, c'est touchant. Quand tu dis « j'en reviens pas », Ouais. tu sais, moi, je suis allée le voir à l'Assomption, la salle était pleine des gens de tous les âges, les gens qui ont embarqué dans... Puis t'es trash, là, je veux dire, tu vas loin en spectacle quand même. Tu sais, pour des oreilles sensibles, des fois, ça pourrait être déstabilisant, mais je l'ai pas senti dans la salle. Et tu reviens souvent avec cette fierté-là de te promener au Québec et de remplir des salles. Mais j'en reviens pas. J'en Mais reviens pas que le monde... C'est beau de le dire, je trouve. Oui, puis si je suis sur mon X, puis je suis heureux, puis je me suis trouvé, c'est parce que le monde a embarqué, parce que c'est un job qui dépend exclusivement sur le public, tu sais. Puis ils sont là, puis je leur dois ça, puis c'est un privilège qu'on fait dans la vie. Là. Mais t'aimes le public. Les médias, Chris, oui. Ça, je te l'ai dit d'entrée de jeu quand je t'ai vu tantôt en arrivant. Il y en a qui ont de la misère à franchir cette ligne-là, même si le public est dans la salle. C'est comme s'il y avait un mur qui est difficile. Ouais. Dans ton cas, tout de suite, tu arrives vers le public, puis le public te répond. Tu parles au monde carrément. Oui, on est vraiment à l'opposé du théâtre. Il n'y a pas un mur invisible entre le show et le public. Non, c'est ça. Vous en faites partie, c'est un party de famille. Ma tante a bu un verre de blanc, elle va vous jaser à cette heure. Puis c'est ça. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde qui ne veut pas, puis on arrête. Là, ça, c'est bien correct. Je le sens tout de suite. Mais parce que oui, j'aime ça, le public. J'aime ça, le monde. Puis j'aime ça, le lien que ça fait. Mais moi, je pense que c'est une grande clé de ton succès. Ça se ton peut. talent, oui. Ouais. Mais l'échange avec le public, ça se fait pas tout seul. Tu sais, de l'humour, ça se fait pas tout seul. Il n'y a rien qui se fait tout seul sur une scène. Mais je pense que ça, c'est naturel. Ben, je suis quelqu'un de très familial et familier. Tu sais, j'aime ça, jaser au monde. Puis il y a du monde, des fois, qui sont déstabilisés, mais je rencontre quelqu'un à l'épicerie qui me dit « Hey, salut, c'est toi, mon Puis je dis « Ben oui, comment tu t'appelles? » Puis on jase, puis je pose des questions sur sa vie, puis on peut jaser une demi-heure dans l'allée d'épicerie, là, puis j'aime ça. Puis je dois la job que je fais. Fait que j'aime ça savoir qui t'es, comment ça se fait que moi, je vis un privilège aussi grand à cause de toi. Tu sais, je suis proche du monde, j'aime ça. Est-ce qu'Alexandre pourrait faire le même spectacle que Mona? Ben non! Il se ferait poursuivre, Alexandre. Non, là, le personnage aide beaucoup ça, la drague. On attend de la drague que ça soit bitcheux, que ça soit roaster, que ça soit un peu crasse, tu sais. On attend ça d'une drague. De Alexandre, non, je pense pas. Ouais, donne-moi la définition d'une drague. Hey, il n'y a pas une définition. Tout le monde peut en faire. Tu peux faire de la drague. Ça peut être du drag king, là, tu te mets en monsieur de fantasy, ça peut être queen, tu te mets en madame de fantasy, ça peut être créature. Il n'y a pas de définition à proprement parler, genre. C'est un art dans lequel tu crées ta propre patente, ton propre univers, tu sais. Mais une drague, dans mon cas, ce qu'ils appellent aux États-Unis des comedy queens, des dragues comiques, pas nécessairement jolies. Hein? C'est pas glam, mon affaire. Là. C'est pas des défilés de mode, c'est pas des grands costumes, du maquillage flamboyant, tout ça. C'est plus crasse, c'est plus rustre, c'est plus matant. Je dirais que la définition, c'est ça. C'est un peu, on s'attend à ce que ça soit drôle. Cette drague-là va nous faire rire. Cette drague-là va rire du monde, va roaster. Elle va être crasse, un peu de vulgaire. On s'attend à ça. T'sais. On s'attend pas d'une drague comme moi qu'elle se mette à faire des splits partout, là. À la luxonner. On s'attend pas à ça. On s'attend pas à ce qu'elle se mette à se pitcher, danser, puis enlever sa robe, puis il y en a un autre en dessous. Puis tu chantes, tu fais pas non plus de lip-sync sur... Non, ben j'en faisais. T'en as déjà fait, j'imagine, au club Oui, exact. Mado. Mais c'était pas comme... regardez comment j'ai l'air de Lady Gaga, puis je bouge comme ça, elle. Ça, tu fais pas de personnification. Non, zéro. Moi, je faisais des numéros concept, hyper niaiseux, puis je venais pimenter le show de niaiseux au travers des personnificateurs ou des power drag. Moi, je les appelle des power drag, là, mais... Ils font pas de la personnification, mais ils font des tunes, ils dansent, ils ont tous les talents, puis ils sont belles. Là. Ça, c'est un power drag, mais moi, je suis une...
Mais une phonée. Là, ça fait du bien de voir ton spectacle. Ça nous sort de ce qu'on est habitué de voir. Ouais. Tu sais, moi, dans le fond, je l'ai vu dans une salle de spectacle, mais je me sentais dans un cabaret. Il y a un peu de comprends? ça. Ouais. J'aimais ce feeling-là. On dirait que c'est comme une grande sortie. Mais il y a des fois, j'étais OK, les gens, ils embarquent. Wow! J'étais fière du public, moi. Oui, ils sont le fun. Puis je le dis souvent en fin de show. Je dis, réalisez-vous, là, j'ai demandé les âges à tout le monde. Les extrêmes d'âge, là, j'ai demandé vos orientations. Ça applaudit à chaque petite question. Comprenez-vous la variété de gens qui est là à soir, qui rit aux mêmes affaires, qui comprennent les mêmes choses? C'est malade. Toujours une majorité d'hétéros en région, puis tout. Puis ils rient des mêmes affaires que les lesbiennes là-bas, les non-binaires là. Ça fait du bien de... Parce que, tu sais, on est quand même dans une période, puis on en parlait au début, avant de commencer, où il y a des... C'est comme si on est séparés un peu dans des cases. C'est important, tu sais, au niveau de l'identité, de s'identifier clairement. Ouais. Mais moi, j'aime bien aussi quand on est tous ensemble dans un même lieu. On va arriver à ça un moment donné. Tu sais, quand on est tous ensemble, puis on rit ces mêmes affaires... c'est qu'on a tous des points en commun. Exact. Puis souvent, on met de l'avant les différences, mais moi, j'aime bien mettre aussi ce qui est en commun. Puis, tu sais, j'aborde les différences, je ris de ma communauté beaucoup dans ce show-là, mais je pense que je ramène ça à on est toutes la même personne, avec les mêmes besoins primaires, tu sais. C'est pas un show politique où je vous tape ça à la tête, c'est plus un... Tu ris à mes jokes, là. J'avais... où c'est que c'était? C'était à Alma, je pense. C'était-tu à Alma? Ou c'était à Dolbeau? Non, c'était à Alma. Un camionneur dans quarantaine avec sa femme, tu sais, qui était là. C'est lui que je gossais tout le long. Puis il riait, il braillait, il comprenait tout. Puis, tu sais, à la fin, c'est ça, ce monde-là, ils font... C'est malade. J'ai compris des nouvelles affaires, mais sans sentir que ça arrivait. Puis, c'est pas moralisateur. Non, puis un camionneur dans la quarantaine qui rit des mêmes choses que Mona de Grenoble, monsieur en robe de fantaisie qui parle de sa communauté. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu sais, c'est malade, ça. Mais pourquoi qu'on est rendu là à mon show, vierge? C'était à quel moment as-tu voulu que le temps s'arrête? Tu dis que c'est l'année passée. Les 2-3 dernières années. Puis je veux, tu sais, je travaille beaucoup pour que ça reste, je pense. Puis c'est la chose. Que ça reste dans cette zone-là. Dans cette zone-là, pas de travailler autant ou moins, ou d'être connu ou pas connu. Être connu, je m'en crisse pas un talent. Il y a du monde qui me suit. C'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire, mais là, il y a du monde qui me suivent. Ben, s'ils me suivent jusqu'à la fin de mes jours dans des salles, j'ai fait rire, ça va être la plus belle affaire sans tête. Les Québécois s'attachent. Ah, puis moi, je suis attaché aussi beaucoup à mon monde. Je trouve qu'on est vraiment une belle société. Oui. Je vais te demander, tu as parlé de ton chum, mais je suis quand même curieuse de savoir quel type d'amoureux es-tu? Ça dépend des saisons, je pense. Je suis un amoureux. Première réponse comme ça. Ça dépend, OK. T'es un amoureux saisonnier. L'été, j'étais un amoureux distant à la nuit. Touche-moi pas, ma tante à chaud, Chris. Non, mais j'étais un amoureux... je pense que c'est variable. Tu sais, on parle souvent des langages de l'amour. T'as-tu entendu parler de ça? Les 5 langages de l'amour. Il y en a 5, ouais. hein? T'as le toucher, t'as les cadeaux, là, tu sais. Les cadeaux. Après ça, il y en a qui vont les compliments. Oui, il y en a qui vont rendre service. Service rendu, puis moment de qualité. Temps de qualité. Exactement, oui. Ça varie. Parce que je suis pas toujours... J'ai pas un horaire stédé aussi. Fait que, tu sais, je te dirais temps de qualité... Pour mon chum, en ce moment, des fois, c'est un enjeu parce que je vais passer 2 semaines à travailler comme un fou, puis on n'a pas le temps d'aller au resto, de se faire une date. Puis je le sens que ça, des fois, ça trouve ça plate. Mais dans ces moments-là, moi, être plus dans le service rendu, dans les compliments. Des compliments, c'est tout le temps, là. Mon chum, des fois, il est genre des buzz. Je suis comme, t'es beau, t'es tombé beau, je suis tombé chanceux. Mais tu sais, je vais être plus service rendu, genre, hey, je travaillais, là, tu sais, moi, mais lui, il est à l'école, mettons, très tôt, puis j'ai lavé à la maison complète, ou j'ai fait des affaires, ou j'ai fait un souper, il est là. Service rendu, parce qu'on peut pas passer du temps de qualité. Après ça, si j'ai du temps de lousse, puis qu'il fit avec son horaire, lui, ben là, ça va être temps de qualité. On va se faire des petites dates, tout ça. Le toucher, c'est tout le temps. Je pense que je suis un peu plus sexu que lui, mais je suis son rythme, tu sais. Mais le toucher, beaucoup. On est très câlin, très bisous, très... on est toujours ensemble, là. On est comme difficile à séparer. Fait que, tu sais, je varie les intensités de ces langages de l'amour-là. Fait que c'est ça. Je suis un peu dans tout ça, mais je suis un chum... je suis un amoureux moins impliqué que je l'étais, mais toujours autant impliqué émotionnellement. Très fidèle aussi. Moins impliqué à cause du temps. Ouais. Mais tu t'es impliqué dans cette relation-là. Oui, c'est ce que j'ai de plus précieux. Puis, tu sais, ce que je fais dans la vie aussi, puis le privilège que ça apporte,
c'est aussi pour bâtir une maison avec lui, tu sais, bâtir une vie de maisonnée avec lui. Je vais dire vie de famille, mais je pense pas qu'on va avoir des enfants, c'est on ça, n'en veut c'est pas. non. Ben, moi, je commence à avoir un soft spot, là. On dirait que j'haïrais pas ça, mais pas là. Faudrait que je travaille moins, faudrait que j'ai... Qu'est-ce qui fait que ça... C'est-tu parce que t'en as dans ton entourage? Ben, j'ai des amis qui ont des enfants. Là, mon frère puis ma belle-sœur, ils attendent un enfant. Ils nous l'ont annoncé à Noël. Oh. 25 décembre 2024. Je criais, moi. On a un bébé! C'est l'heure, là, je m'approche. Mais on a un bébé, on n'a jamais eu dans la famille proche, là. Mes parents, ils n'étaient pas grands-parents. Ma sœur en veut absolument pas, son chum non plus. Moi, mon chum, non. Mon frère, avec le temps, est devenu, si c'est pour arriver, ça arrivera, mais on le savait pas, ça. Fait que mes parents avaient fait une croix sur être grands-parents. Puis là, ils deviennent, on broyait tout. Là. Enfin, vous êtes grands-parents, eux autres. Ça, ils ont broyé. T'sais, ils l'ont su avant nous autres, puis ils ont broyé comme des veaux. Fait que moi, je trouve ça malade. J'adore ça, les enfants. J'adore ça, voir le développement de l'humain. Ah, c'est débile. Tu sais, moi, je suis grand-maman, puis mon petit-fils a 5 mois. Fait que c'était son premier Noël, Henri. Tu commençais à rire? À quel âge ça commence à rire? Ça commence à rire assez rapidement. Là. Mais tu sais, quand comme là, il bébé... rit, puis on l'entend, là, tu sais. Ouais. Puis là, il commence à vouloir... mais c'est fou, l'évolution, comment c'est rapide, là, je veux dire. Émotionnellement, physiquement, quand tu commences à voir, tu réalises à un moment donné, le bébé, il voit de plus loin. Puis quand il te fait un sourire, puis tu sais, OK, c'est à moi, là, c'est pas un rictus, c'est pas... Puis quand, moi, j'aime beaucoup plus la phase quand ils sont allumés, là. Tu sais, j'ai une amie qui... a 2 filles de 4 et 6 ans. Ils sont brillantes pour leur âge. Là. Je me souviens des 4-6 ans, des fois, que t'es comme... Ils sont drôles, là. Ils sont parfaites. Je les appelle mes 2 petites princesses. Ils sont hilarantes, puis tellement allumées, puis ils utilisent le sarcasme, tu sais. Tu sais, des fois, ils écoutent les conversations des adultes, puis ils font « Bravo, brillant. » Ça, là, je capote. Là-dessus, je les adore. Fait que, tu sais, j'adore ça de voir un enfant, tu sais, qui est bien entouré, qui se développe, tout ça. Fait que j'ai un soft spot, puis je me dis, je pense que la façon que j'ai été élevé, la famille qu'on a, je serais un bon père, mais pas avec l'horaire que j'ai en ce moment. Puis pour ta famille, cet enfant-là qui va arriver, ça change quelque chose, tu sais. Il va être bien, là. Il va être gâté. Oui, là. Il va être tanné, à la limite, là. Moi, être mon oncle, c'est un de mes rêves, là. Ah, c'est que j'ai hâte. Ouais. Oh. Fait que, ouais, mais les bébés, dans mon couple, on pense pas, là. On va commencer par essayer d'accéder à la propriété, puis... Bonne chance. C'est quand même difficile, hein? Sacrifice. Accéder à la propriété... Et la loup. C'est quelque chose. Tu sais, pour une première maison, là, c'est pas facile. Le travail autonome en plus, là. Ouais, bonne chance. Si j'avais bien arrangé mes flûtes quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être pu le faire en ayant une job steady. Non, mais on pouvait pas penser qu'elle allait avoir une pandémie puis que, tu sais, que les maisons, l'immobilier allait augmenter autant. Je veux dire, on dirait qu'il s'est passé de quoi qu'on n'a pas vu, tu sais. Ouais. C'est comme avant, tu voulais une maison, tu sais, tu faisais des offres d'achat, t'en faisais... Mais, tu sais, comme ma fille a visité une maison il y a pas longtemps parce qu'elle aussi était à la recherche de sa première maison. Le samedi et le dimanche, il y a eu 53 visites. 53 visites. Bon sang. Parce que moi, j'étais curieuse. Je vais passer devant la maison qu'elle est allée visiter. Il y avait vraiment une ligne de voitures qui attendait devant la maison. J'étais, bon, voyons donc. Mais on va peut-être se faire bâtir. En fait, je regarde surtout un terrain là, en ce moment. J'aimerais ça que ça se passe, mais c'est ça. Là, tu vas peut-être... C'est peut-être une secte, mais on se bâtit un compound familial parce que dans l'Anaudière, ma soeur, mes parents ont acheté comme 4 gros terrains qui ont divisé en 2. Puis ils se sont fait chacun leur maison là-dessus. La maison de retraite à mes parents, ma soeur puis son conjoint sont là, à côté. Mais loin, là, mais à côté, dans le bois. En face, il y a 6 terrains qui servent à rien, qui appartiennent à une madame qui veut probablement les donner en héritage à sa famille, tout ça. Mais si un jour elle les vend, mon frère et moi, on va être les premiers à les acheter, puis on va se bâtir en face. Elle est donc bien belle, votre famille. Ah, on a du fun, on s'aime, là. Si on se tape sur le chou, on se le dit. Fait que c'est réglé, tu sais. Ah, j'aime ça. Ah, on est bien. Fait que, ouais, moi, j'irais dans l'Anaudière, là, puis je me bâtirais. Fait qu'un terrain pour l'instant. Madame, si t'es à l'écoute, s'il vous plaît. on est preneurs. Ça va venir avec une bouteille de vin, si tu veux. Écris une petite lettre. Tu sais, pendant la pandémie, il y en a qui écrivaient des petites lettres. Oui, là. Tu devrais écrire une lettre par rapport à ta famille, à quel point ce serait. Tu sais, écoute, on va la composer après si tu veux. Niveau rouge, tu m'en donnes 3. Donc ça, je te souhaite. C'est correct jusqu'à la date. Oh mon Dieu, c'est viré rouge. Ouais, c'est ça. Là. Et voilà. C'est à l'heure qu'on n'a pas un son patard. Alors, 2? 3. Mais tu réponds à seulement une question dans les rouges. Quelle épreuve fut la plus difficile à surmonter? Est-ce que tu as des regrets? À quel besoin profond ton amoureux répond-il? Ça, c'est la question de Jeannette Bertrand qu'elle pose, que je trouve très belle. J'irai pas avec l'épreuve parce que... Parce que t'en as pas, c'est ça? Ben...
Ben, tu sais, non. Si tu veux, regarde, et où l'autre question rouge? Tu l'as-tu? Regarde, on non, peut même parce que j'en ai Tiens, pas, regarde, pas on va la vécu. remplacer. Ouais, dans le sens que je me dis, je l'ai eu facile jusqu'à la date. Sorry. Avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas? Une personne décédée que tu connais, que tu as connue. Grand-maman au sang. Ida Desrosiers, on l'appelait grand-maman au sang parce qu'elle a marié mon grand-père, Jean-Paul au sang, mais grand-maman au sang. Puis ça a fait avec les regrets aussi. La fin de sa vie, elle est décédée à 97 ans, je pense. Elle était enceinte. Elle avait toujours eu toute sa tête, ma mère au sang. Même année, le corps suivait plus. Puis elle est décédée quand moi, j'embarquais dans la jeune vingtaine. Mais tu sais, je suis déménagé à Montréal à 18-19 ans. Je venais de faire mon coming out. Je vivais un peu ma crise d'adolescence que j'avais pas eue. Tu sais, j'étais moins là pour ma famille à cette époque-là. Je vivais la drague, c'était nouveau. Les hommes, c'était nouveau. J'étudiais les arts, c'était nouveau. Fait que tu sais, j'étais moins là. J'avais plus... tu sais, j'étais moins présent. Puis j'ai moins vu ma grand-mère. Puis, tu sais, je l'ai vue une fois en 4 ans. Puis elle m'en est décédée. Puis ça a été un de mes plus grands regrets parce que grand-maman au sang, elle est née en 1927. Ce qui est la même année que la première saison du Temps d'une paix, d'ailleurs. La première saison du Temps d'une paix a lieu en 1927. Ça, c'est un détail que je voulais te donner. Mais elle est née en 1927, dans un rang, hostie, dans la dèche la plus totale. Il y avait un jour, ça de gros autour de sa porte de la maison. Il neigeait en dedans. Il charriait des chaudières de purin. La vie difficile là, de colon. Quand on pense au Temps d'une paix de cette époque-là... C'était ça qu'elle vivait. Je comprends. C'était ça. Puis, tu sais, c'était une femme de campagne. Elle enseignait d'un rang aussi. Puis, elle avait tout pour être une personne très conservatrice, mais ça n'a jamais été ça, les hauts-sang. Ça n'a jamais été ça, elle non plus. C'était une artiste. Elle jouait de la guitare sèche. Mon grand-père jouait de la musique à bouche. Elle avait et là, les détails seront pas clairs. Mon père va me corriger, mais un cousin ou un frère, je pense, qui était assurément homosexuel dans une époque où tu pouvais pas l'être. Hein? Il y avait une femme, des enfants, mais il était pas comme les autres messieurs. Puis dans les situations, les parties, les soupers de famille, tout ça, les messieurs le mettaient de côté. Ils disaient, on n'est pas comme nous autres, puis tout. Puis ma grand-mère l'a toujours défendu. Et quand moi, j'étais jeune, je faisais un peu de théâtre. J'étais très maniéré. J'ai toujours été très maniéré, mais je faisais du théâtre, je faisais de l'art, puis tout. Grand-maman au sang. Une vieille madame là, me disait, mon Alexandre, t'es mon artiste, toi. Puis elle m'a dit la phrase, j'étais ticu. Je te le jure, 7-8 ans, ça m'a resté dans la tête. Tu sais, mon Alexandre, toi, tu peux être qui tu veux. Une femme qui est née en 1927, tu peux être qui tu veux. Pas tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Tu peux être qui tu veux. Ça a toujours résonné avec moi. Puis mon regret, c'est de ne pas m'être répété cette phrase-là, me la tatouer ici, puis de vivre dans le secret aussi longtemps parce que ma mère au sang n'aurait pas été fière de moi, là, de me voir vivre le secret de la drague puis tout. Puis j'aimerais ça aujourd'hui parler et dire, grand-maman, je l'ai faite. Tu sais, j'ai réussi ça, puis... Chris, je l'ai faite, tu sais, t'es-tu contente, t'es-tu fière? J'aimerais tellement ça y jaser puis dire je m'excuse aussi de ne pas être venu te visiter aussi souvent. Est-ce que tu serais curieux aussi de savoir pourquoi elle t'a dit cette phrase-là? Qu'est-ce qu'elle voyait en toi? Oui, je serais curieux. Puis moi, en même temps, non, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir parce que moi, je me dis dans sa tête, elle a vu j'étais qui. Tu sais, elle savait que j'avais quelque chose de différent. Elle a vu que... Elle l'a vu, elle le savait, puis elle me disait ça, tu sais. Mais tu pourrais quand même encore te le faire tatouer. C'est sûr. C'est un souvenir important. C'est la plus belle affaire. Cette personne-là, c'est le plié aussi. C'est un pot de colle. Tu sais, la famille au sang, on est encore très proches avec les frères et sœurs de mon père, les cousins, cousines, leurs enfants à eux. Tu sais, on se réunissait tout le temps. Chaque fin de semaine, on se réunissait chez grand-maman au sang. Puis, tu sais, elle est décédée, les enfants ont vieilli, on fait plus ça. Mais quand on se voit, c'est comme si on s'était jamais quittés. Tu sais, on s'est tous réunis ou presque pour le 60e à mon père récemment. Puis on se jasait, puis c'était comme les parties d'enfance, les parties du jour de l'an, les parties chez grand-maman. Grand-maman, c'était le top de ce pyramide-là. C'était le pot de colle qui a fait... Elle a tellement bien élevé ses enfants dans l'ouverture, dans le familier, tout ça, que ses enfants sont tous pareils, puis leurs enfants sont tous pareils, puis on s'entend tous sur le même niveau, on s'accorde tous tellement bien, tu sais. Puis c'est grand-maman au sang qui a fait ça, tu sais. Je sais pas. Elle avait une connaissance de l'humain. Hein? Une connaissance de l'humain très forte, vraiment, là, plus grande que nature. C'est une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissant, c'est grand-maman au sang. Puis tu sais, je me souviens, mon en direct de l'univers, elle aimait bien John Denver, grand-maman. Elle mettait souvent ce record-là sur sa table tournante. Puis c'était Take Me Home Country Road. Puis
cette année, c'est ça. Il y a un gars un homme qui me fait penser à mon père, moi, c'est Gildor. La même personnalité, même des gaines un peu. Puis physiquement, il se ressemble un peu. France a dit, un homme qui te fait penser à ton père, qui vient chanter une chanson qui te fait penser à ta grand-mère. Puis tu sais, mon père était assis à côté de moi, les deux, on braille, on a fendu. C'est quelque chose d'extrêmement important. Puis beau, là, c'est ça. Je regrette beaucoup d'avoir manqué la fin de sa vie. C'est, mon grand regret, mais j'aimerais ça super bien. Mais tu sais, ce que tu as dit comme période, je trouve que quand on arrive dans cet âge-là, je pense on se demande comment ça se fait qu'on a passé à côté. On dirait qu'on a un éloignement de la famille. Il y a des périodes de la vie comme ça. C'est spécial, c'est drôlement fait. C'est comme une autre sphère qu'on découvre, puis on revient à nos sources. Ouais. C'est comme on a besoin d'aller voir ailleurs. Ben moi, ça t'est arrivé dans le même âge aussi? Pas mal, oui. Des fois, j'étais là, comment ça se fait que j'étais absente à ce moment? Tu sais, j'ai comme pas de souvenir des bouts de ma famille, alors que je suis très près de ma famille aussi. Ouais. Moi, je pensais que c'était ma crise d'adolescence en retard parce que là, j'étais sorti du garde-robe, je m'assumais plus, fait que je pensais que j'avais vécu. Non, mais c'est comme le début de la vie adulte. Je sais pas s'il faut s'identifier par rapport à ça, c'est comme se décoller de cette vie familiale. Puis moi, je me souviens quand je suis revenue, des fois, tu sais, la famille relatait des affaires. Je n'étais pas là, je suis pas allée. Tu sais, même au Noël, je préférais des fois aller dans des familles de mes amis. Tu sais, j'étais... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Mais je sais pas. Je pense qu'il y a un moment où on s'éloigne un peu puis on revient parce qu'elle t'a jamais quitté, cette femme-là. Non. Non, mais moi, je l'ai quitté. Je sais pas, je suis content que tu aies vécu. Ben, je suis content. Non, c'est mais... plate, mais si on est plusieurs à vivre ça, vous m'écrirez parce que ça me ferait un petit plaster sur une période où j'ai manqué des choses de ce qui est le plus important pour moi, qui est ma famille. Mais est-ce que tu as des souvenirs? Pourquoi? Tu sais, t'étais pas fâché, t'étais pas... Non, je vivais... c'est comme un autre tourbillon qui nous aspire. C'est dur à dire. Puis le besoin de s'affirmer aussi, puis de... Hey, j'étais pauvre, là, j'aurais pu finir à la rue, là, bien des fois, mais le besoin de faire tout seul, je suis capable, j'ai pas besoin d'aide, puis je demandais pas d'aide, puis il y avait ça aussi. Il y avait beaucoup d'affaires que, tu sais, je m'isolais un peu. Parlons donc de la pauvreté. Comment tu vivais? Au-dessus de mes moyens, j'ai toujours été de même. Toujours. Là, je suis plus sage que je l'étais, mais pas assez à mon goût encore. Mais, au-dessus de mes moyens, je vivais... c'est ça, on n'a pas appris ça à l'école, nous autres, là, faire des placements, puis économiser, puis tout ça. Puis, tu sais, je vivais paye par paye. Puis c'est pas anormal, là. Il y a tellement de monde qui sont de même encore aujourd'hui. Des pourcentages. Écoute, le pourcentage, là, c'est terrible. C'est gigantesque, c'est encore plus aujourd'hui que quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, c'était moins fréquent. Les gens sont à comme une paye depuis avoir un sou, là. Oui. Puis avant que je fasse de l'humour, c'était ça, là. Ça a été de 18 à 26-7. Paye par paye, à essayer, puis toujours stressé, un stress financier. Tu sais, je me suis libéré de ça, puis ça, je suis conscient du privilège. Là. Je le répète, le job que je fais, c'est un petit privilège. Là. Oui, parce que tu t'en libères jeune quand même. Oui, je comprends pas que dans notre milieu, il y a du monde pas fin, ou du monde qui dépasse les bornes, ou qui font des inconduites sexuelles. À la limite, je comprends pas. Réalisez que notre job, c'est un privilège, là, ce qu'on vit, là. C'est un grand privilège qui tient à peu de choses. Moi, je suis arrivée à la télé à 40 ans. Ouais. J'étais directrice de l'École de musique de Rivière-du-Loup. Avant, j'étais responsable du financement du musée du Bas-Saint-Laurent. Donc, j'étais complètement dans un autre domaine. Et c'est ce que je constatais aussi quand je suis arrivée à la télé. Tu sais, moi, la télé m'a comme demandé d'en faire partie sans que j'avais jamais pensé à ça. Mais je me souviens comment je me sentais privilégiée. Puis tu vois, c'est pour ça, je pense que t'es une fine. Parce que t'es arrivé avec un passé, une autre vie aussi. Tu sais, moi, j'avais mon passé, mon autre vie, mon monde. Mais je pense qu'il y a du monde qui sont dans ce milieu depuis longtemps. Des fois, ça peut arriver que ça en fait des méchants. Pas tout le temps, là. C'est pas tout le monde là, aller pour chercher des noms. Qui a commencé à quel âge, là, c'est pas ça. Mais moi, ça me rentre pas dans la tête qu'il y a du monde pas fin dans notre milieu parce que c'est un privilège à tous les fucking niveaux, tu sais. Je comprends. À tous les niveaux, ça te change une vie. Puis moi, des fois, tu sais, je vais au restaurant avec des amis que les gens ne reconnaissent pas nécessairement parce qu'ils sont pas dans la sphère publique. Puis, tu sais, là, ils voient d'autres personnes qui viennent me parler puis sont comme, tu réalises-tu la chance que tu as? Puis j'étais, ben oui, je réalise ça. La chance d'être accompli, de te sentir bien, d'être sur ton risque, d'être heureux. De faire partie
partie. Moi, j'aime faire partie d'un groupe. Tu sais, quand je parlais dans ton spectacle, j'aime faire partie de on rit en même temps. Ouais. Moi, j'aime ça, ce feeling-là. Et d'avoir l'impression de faire partie de cette société-là, d'avoir comme un rôle là-dedans. Ça veut pas dire qu'il est grand, mais il est là. Il est reconnu. Tu sais, moi, je m'impliquais en politique. J'aime tout ce qui est communautaire. Ouais. Et d'être reconnu, c'est ça. C'est de faire partie d'une grande communauté. Et puis quand on sait ton prénom... Tu sais, quand, hey, salut Marc-Claude. Oh mon Dieu, je t'ai tutoyé, désolé. Ben non. Hey, non, c'est correct, mon Dieu. Continuez à me tutoyer, ça me flatte. Vous avez même pas idée. C'est comme, bon, hey, vous me connaissez, c'est déjà un privilège. Ouais. Ben, tout ça pour dire, c'est ça. C'est la job qu'on fait, c'est un privilège. Puis ça m'a sorti de la pauvreté, du paycheck to paycheck. Mais ça te fait peur de retomber là, des fois? Oui, mais c'est pour ça que là, je me mets de plus en plus à jour, puis je suis de plus en plus tête. Je ne le suis pas à 100%. Là. Mon comptable, il me rirait d'en face, mais de plus en plus. Mais, tu sais, moi, j'ai fucké mon crédit avec des retards de paiement sur à peu près tout. Là. Puis, tu sais, quand j'ai commencé le stand-up, j'étais en train de rebasser. C'est long rebasser un crédit, que c'est long. Ouais, c'est très long. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que je regrette beaucoup, mais en même temps, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'avais, la situation dans laquelle j'étais. Mais, ouais, c'était pas fort. C'était pas super. Oui, c'est ça, c'est de l'apprentissage. Niveau Eros et compagnie, tu vas les brasser, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Très bien. 4 questions. Hey, moi, je repars du site avec des petits bonbons dans ma sacoche, hein, en passant. La suradaptation. Oui, ça t'a parlé, ça. Oui, puis de mettre un petit plaster sur l'absence aussi dans Jeune Vingtaine. Ah oui. C'est le fun de venir ici, honnêtement. Merci beaucoup. Non, mais ça, faut faire la paix avec ça. Ouais, mais... Parce que t'as pris du temps pour toi. C'est comme si on va à notre découverte à un moment donné. Ouais, mais je l'ai pas donné à une femme qui a été tellement importante dans ma vie. Oui, mais si tu soupes avec, probablement que c'est pas ça qu'elle dirait parce qu'elle a déjà compris ça. C'est sûr. Tu sais, elle l'a compris, ça. C'est sûr. J'imagine que... Je suis pas quelqu'un de très mystique, là, ésotérique, là. Mais par rapport à grand-maman, des fois, je me dis, Christ, ça serait le fun qu'elle soit quelque part, qu'elle puisse voir, tu sais. J'aimerais ça qu'elle, tu sais... Mais en même temps, je suis pas dedans. Parce que je veux pas non plus qu'elle me voie quand je suis chez nous. Mais... Imagine tes ancêtres qui voient tout ce que tu... Hey, non, là, m'amener un peu de vie privée, là. Ben, on le sait pas. Mais il y a quand même... Tu sais, il y a un petit peu de ce qu'elle t'a dit dans ce que t'es devenu, là. Tu sais, cette phrase-là là, qu'elle t'a dit, c'est quand même quelque chose. Être qui tu veux. C'est bon pour tout le monde, là. Ben oui. S'il n'y a rien de plus libérateur, moi, je l'ai fait sur le tard. Puis c'est avec le temps, quand je me rappelle de ma mère au sang, je me dis, c'est vrai, ça me disait, t'es mon artiste, tu peux être qui tu veux. Puis je savais pas le sens de cette phrase-là avant aujourd'hui, tu sais. Surtout depuis que je m'assume, je suis dans la communauté, puis c'est important de s'affirmer. Chaque humain doit s'affirmer ce qu'ils sont. Peu importe, là, que ça soit hétéro, gay, trans, non-binaire, lesbienne. S'affirmer, c'est important. Puis pas que l'orientation, la personnalité, la personne que t'es, ce que tu veux faire dans la vie, ce que tu penses, c'est important. Être qui tu veux, mais je savais pas le sens de cette phrase-là jusqu'à ce que j'ai commencé à m'assumer puis être qui j'étais puis faire ben, câlisse, ma mère avait raison. Fort pareil, là, tu sais. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Ouais. Niveau rose, tu me les as donnés, il faut que je te pose des questions, je vais revenir. Oui. Es-tu confortable dans la sphère de l'intimité? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Quelle place accordes-tu à l'intimité émotionnelle dans ta relation amoureuse? Quelle est ta façon de démontrer ton affection au quotidien? C'est quand même des questions douces. C'est doux. Ben déjà, ça, on va l'enlever parce que la réponse est plate. C'est zéro tabou dans ma famille, là. On est très drôle, tout le monde ensemble. Je pense que moi, c'est moi qui ai le pire là, dans le sujet, mais la sexualité n'est pas un tabou, là. Non. Puis même à Kit, à des fois, à faire ah, mon Dieu, c'est trop d'informations. Il n'y a pas de tabou chez nous, là. T'sais, quand tu reçois une nouvelle personne à souper qui est autour de la table avec ma famille, ils font le saut, là. Virge, ma meilleure amie, quand elle commençait à venir dans ma famille, elle faisait hein? Ça peut être ça, une famille, là? Elle se sentait tellement lousse, pas de tabou, on peut rire, jaser de tout. Elle, c'était pas nécessairement ça, tu sais, les parties de famille élargie, tout ça, mais elle venait chez nous, elle disait ah, mon Dieu, OK, c'est pas trop, là, tu sais. La première joke crasse que j'ai faite, elle dit tout le monde est correct, c'est pas trop, ça. OK. Puis elle a réalisé que c'est le fun, c'est libérateur, là, tu sais. Chez nous, on sait d'où ça vient aussi. Ben, je suis pas né du laitier, hein. C'est ça qu'on j'entends, là. Ouais. Fait que non, il n'y a pas de tabou. Mais es-tu confortable? Je vais aller avec celle-là, moi. Ouais.
Depuis peu, oui. Je suis Dans confortable la zone, l'intimité. dans la sphère de l'intimité. Mhm. OK. Quand j'ai commencé à avoir de la sexualité à 18, 19 ans, ce qui est peut-être tard. C'est relatif, ça. C'est relatif tout le monde. Ouais. Mais c'est là que j'étais prête, tu sais. Mais c'était très dans la performance, dans le c'est correct, c'est comme ça qu'on fait ça. Puis, oh mon Dieu, ce gars-là a déjà couché avec quelqu'un d'autre. Mais comment qu'on fait ça? C'était très cérébral, très performatif, pas confortable à 100%. Puis maintenant, je le suis plus. Avec mon chum aussi, c'est différent. Puis, tu sais, mon corps, je l'aime pas beaucoup. J'en parle tout le temps, là, mes doigts saucisses, j'aime pas ça. J'ai un petit galet de site, je suis potelé, je suis blême. J'ai le fond, tu sais, il y en a qui ont un fond de teint, un fond de teint de peau dans le rose pêche, brun, noir. C'est beau. Moi, c'est vert. Je suis verdâtre, asti. Je suis comme un crapaud, là, mou. Mais mon chum arrive à me faire sentir beau. J'aime beaucoup ta définition. Non, mais j'aime pas mon corps. Moi, je me trouve pas beau, tout nu. C'est pas beau. OK, fait que toi, la nudité... J'étais pas bien. OK. Mais maintenant, je suis confortable avec mon chum parce que je trouve que... Puis de plus en plus, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, puis ça continue d'évoluer. Mais on communique mieux dans notre sexualité, on communique bien. Puis il me fait sentir beau, tu sais, des fois... Il y a des moments où moi, je me trouve laid, puis il fait... Tu sais, il passe, il fait « Ah, c'est que t'es beau. » Je suis comme « prends-moi tout. » Tu l'acceptes quand il dit ça. Oui, de plus en plus aussi. C'est ça, avant, Ouais. tu l'acceptais pas. Non. Mais j'étais pas confortable. Puis surtout dans des... Tu rencontres quelqu'un, tu dates un peu, mais c'est pas amoureux, mais c'est un one night ou un many night. Mais j'étais pas confortable sexuellement. Je sais pas. J'étais pas confortable à 100%, à l'aise à 100%. Mais de plus en plus, je le suis. Et comment tu as appris à communiquer? C'est lui qui a amorcé la communication dans l'intimité? Les deux en même temps. Puis je pense que c'est en écoutant des podcasts. Beaucoup. En écoutant du monde parler, en jasant avec des amis aussi, qu'eux autres, c'était différent sexuellement dans le couple, puis tout. Puis Chris en jasant, puis en vieillissant aussi. Tu sais, plus on vieillit, puis je dis ça, j'ai 30 ans, mais Ouais, plus c'est on ça, tu vieillit... es tout jeune, là. Ouais, mais je suis une vieillarde. Non, mais plus on vieillit, plus on s'en... Je vais sacrer encore, mais plus on s'en crisse de certaines affaires. Tu sais, à un âge où tu es comme plus jeune, ah, mais mon corps, mais là, tout le monde me juge. Puis en 30, t'es comme, hey, c'est ça le corps, j'ai. Vous voulez que je fasse quoi, sacrément? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, that's it, tu sais. Plus tu vieillis, plus je pense que tu t'assumes ou tu acceptes J'aime des choses. entendre ce que tu dis parce que souvent, on accorde ce que tu viens de dire aux femmes. Ouais. Par rapport au corps, puis on a l'impression que les hommes, c'est déjà beaucoup plus facile. Absolument. Tu sais, il y a comme un, je sais pas, un préjugé, mais en tout cas, c'est comme un acquis, on dirait, Ouais. qu'on associe tout le temps aux femmes. Absolument. Ben, c'est pour ça que c'est important aussi, tout le mouvement des activistes aussi du body positive. Oui, Là. Puis oui. j'ai des amis, eux, que ça fait juste quelques années qu'ils sont comme, je suis une belle femme. Puis avant, ils trouvaient pas ça parce qu'ils étaient grosses. Puis le mot grosse, c'est pas un mot négatif, c'est un adjectif, grosse. Ouais. T'es pas laid parce que t'es gros dans la vie, là, tu sais. T'es pas... Puis moi, j'avais de la misère à l'assumer pour moi, puis je suis Ouais, pas... parce qu'on fait des associations soi-même. Tu sais, je suis gros, puis moi, je trouvais ça négatif, puis je me trouvais laid comme ça, mais à un moment donné, j'ai commencé à être plus confortable à m'en crisser. Mais les femmes, c'est encore plus difficile, puis c'est important, le mouvement d'accepter les corps, peu importe ce qu'ils sont. C'est important que des hommes en parlent aussi. Ben oui. Parce qu'il y en a d'autres chez qui ça fait écho, là. Tu sais, ils vont Ouais. dire, ah, oui, OK, ben moi aussi. Parce que moi, tu vois, j'ai des amis qui m'ont raconté vraiment tardivement dans leur vie qui se mettaient jamais en maillot de bain. Ils se mettaient toujours un T-shirt, si tu veux, avec un maillot, comme si c'était des Bermudas, là. Ouais. Mais qui enlevaient jamais le chandail. Puis je disais, mais voyons, on dirait que, tu sais, à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser, OK, pour les hommes, il y a des enjeux aussi par rapport au corps. Il y a des standards de beauté inatteignables des deux bords. Là. L'espèce de... Puis là, la mouvance en ce moment. T'as-tu vu ça passer? C'est les masculinistes. Là. Il y a un des influenceurs dont ça, le j'ai nom vu ça m'échappe passer, ouais. complètement, mais il dit avant, le monde voulait avoir l'air de Vin Diesel. La star, ce qui est à la mode, c'est le corps à Mike Ward. Là. Puis t'as-tu vu la réponse de Mike? Non, je vois Drôle. la réponse. C'est drôle en sacrament, mais il y a comme les petits tâtons de gras puis tout. Ben, tu sais, il y a du monde comme ça qui continue de faire croire que pour être un bel homme, il faut que ça soit mais non. Tu l'as senti, cette pression-là, toi? Ben, dans le milieu gay, quand même, beaucoup. Là, tu sais, le body positive, c'est aussi rendu dans le milieu gay. Mais avant, il faut que tu sois musclé ou tu sois twink. Twink qui est mince, grand et lancé. Tu sais, moi, mon corps était de même naturellement. Je pognais plus dans ce milieu-là dans le temps. Puis, tu sais, le corps change quand tu vieillis aussi, ton métabolisme et tout ça. Puis, j'ai la shape que j'ai aujourd'hui. Puis, ouais, ça pognait moins. C'est fou, là. Mais oui, je l'ai senti quand même.
Mais là, c'est ça. Arrêtez de partager des petites façons de penser qu'il faut que tu sois musclé ou les boules dans la gorge là, pour être belle. Non. T'as beau être magnifique physiquement, ça se peut que tu sois un trou de cul pareil, tu sais. Oui, puis des fois, c'est un commentaire qui détruit l'estime de puis que ça soi. reste longtemps. Faut faire attention quand on commente le physique de quelqu'un. Mm-hmm. C'est fou, là. Un moment donné, j'avais fait de quoi pour tester sur des humains. C'est une émission que Jean-Michel Anctil animait. Puis le test, j'étais avec des femmes qui étaient photographiées. Puis après ça, on les mettait en gros plan. Puis, en tout cas, elle se donnait des notes là, sur... puis là, elle disait, ah oui, mais là, vous avez modifié la photo par rapport à l'estime de soi. Puis, il y avait finalement aucune photo qui avait été modifiée. C'était vraiment particulier, parce qu'on disait, on a modifié les photos, puis elle se trouvait plus belle, tu sais, parce qu'on en avait photo? dit ça. Ouais, c'est vraiment étrange. Ah, parce que vous aviez dit que les photos étaient modifiées. Oui, exactement. Puis, tu comprends? Fait que c'est quelque chose qui est fort quand même dans le cerveau. Ben oui. Bon, on juge tout le temps. Ben, on juge tout le temps. Puis, il y avait une fille là-dedans, parce que, tu sais, c'était toutes des filles qui disaient qu'il y avait un problème d'estime d'elle-même. Puis, il y en a une, tu sais, gros préjugé pour moi. Une fille magnifique, là, tu sais. Puis j'étais là, ben là, pourquoi qu'est-ce qu'elle peut se reprocher, tu sais? Et elle, un jour, quelqu'un de sa famille, elle avait 11 ans, elle lui a dit, « Hey, t'as de la cellulite, t'as comme des grosses cuisses. » Tu comprends? À partir de ce jour-là... Ça a cassé de quoi? Ça a cassé. Écoute, c'est une phrase, là. Ben oui, mais je pense qu'on n'arrête jamais de juger. Tu sais, je te dis, je suis plus confortable aujourd'hui. Mais je t'ai dit, tu sais, malgré, puis je viens de le catcher, mon double disco, mais je t'ai dit, malgré le fait que je suis potelé, je suis gras, je suis vert. Oui, tu t'es sorti 12 défauts, là, physiques. Tu sais, c'est ça, on se juge toujours. La différence, je pense, c'est de l'accepter. Qu'est-ce que ça change pour toi d'être à l'aise dans ton intimité par rapport à avant? C'est plus le fun. C'est plus libérateur. Tu profites plus du moment présent. C'est plus plaisant de faire l'amour. Tu penses pas, OK, je suis correct, je suis bien placé, mon vin, tu fais l'amour. T'es bien. C'est plus le fun, là. Quand t'as pas ça, là, tu te juges pas. Tu sais, je me juge pareil. Moi, personnellement, je me trouve pas jolie, mais j'accepte que d'autres puissent. Tu comprends? Fait que je me juge, mais je me juge pas quand je suis avec mon chum puis qu'on fait l'amour. Tu sais, je suis comme, pouce en l'air. C'est plus le fun de même. Liberté. Liberté, certain, liberté. Ah oui. La question opto-réseau. Oui. Comment Mona voit Alexandre? Je sais pas. Plate sûrement, mais en même temps, je l'ai toujours dit, la ligne est mince entre Mona et Alexandre. Tu sais, j'ai pas... j'ai créé un personnage de Mona, mais j'ai créé... Le personnage est pas loin de moi. Oui, parce que sur scène, tu dis, je t'habillais en Mona, mais c'est Alexandre. C'est ça. C'est que je peux aller plus loin en Mona. Je peux aborder des sujets qu'Alexandre ne pourrait pas nécessairement. Mais l'humour, je pense, les mécaniques sont les mêmes. À moins que tu vois une différence flagrante depuis qu'on se parle entre ce que tu as vu. C'est weird, hein? Tu sais, t'as des. Non, mais c'est bizarre, là. Sérieux, là. Oui, parce que t'as des Rita. Rita, il y a en drague, c'est Rita. Rita Baga, ouais. Puis JF, c'est un gars plus réservé, plus calme. Moi, je suis pas reposant, peu importe la situation dans la vie. Tu sais, fait que la ligne du personnage est mince, mais je pense que Mona trouve Alexandre plat. Alexandre, tu sais, une énergie avec le costume puis la perruque, c'est encore, je cite beaucoup Rita, ma chum, mais l'énergie de la perruque. C'était un mot qu'elle utilisait, mais dès que tu as ça sur la tête, mon Dieu que tu as de l'énergie, tu sais. Puis Mona, je peux faire, je me souviens, on faisait un show Mado, un podcast au Cabaret Mado, après ça, hey, je me démaquille même pas, on s'en va prendre un verre de la gang dans le village à côté, puis je restais en drague, puis j'étais plus énergique, puis plus willing de faire des affaires. Alexandre, je l'ai dit tantôt, un peu sauvage, un peu casanier, un peu plus plate. Chez vous, est-ce que tu pourrais t'habiller en Mona? Chris, non. Chez nous, l'événement, c'est optionnel. C'est le confort avant tout, là, s'il vous plaît, là. Non. Ton chum, il resterait surpris de te voir. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de toi en Mona, ton chum? Ah, il trouve ça super. Il a toujours aimé la drague. Quand on a commencé à se dater, je me rappelle, il me disait... Hey, t'écoutes ça, toi, RuPaul's Drag Race? C'est une émission de télé-réalité où des dragues s'affrontent dans plein de défis, tout ça. Je dis, ben oui, j'écoute ça, c'est bon, c'est qui tes préférés? Bon, blibli-blou-blou. Il dit, j'aime tellement ça, la drague. Il dit, j'ai toujours eu le goût d'essayer. Parce que j'ai fait des cours de chant, j'aimais ça faire des shows sur scène. J'aimerais ça essayer la drague, voir, puis tout. J'ai fait, tu sais, bon, j'ai de quoi te dire. Moi, je fais ça dans la vie. Au Cabaret Mado, il fait, pardon?
J'étais ultra laide là, dans le temps, mais il faisait donc ben nice, nanana. Amène-moi au Mado quand ça va réouvrir après la pandémie, tout ça. Puis il a fini par essayer. Fait que, tu sais, ce que je fais, il voit ça comme super le fun. Il adore ça. C'est un médium puis un art qu'il respecte beaucoup. Mais je pense qu'il voit Mona aussi, une autre partie de lui, qui voit Mona en mode, il me semble qu'elle pourrait faire plus d'efforts. Quand il me voit à drague, des fois, il vient me suivre en show, il me voit à TV, il fait... Sérieux, le 5 minutes de plus, coller ce bord-là de ta perruque, c'est faire sûr que la perruque est bien collée, ça te tentait pas, mettons. Genre, tu sais, j'ai eu le FaceTime pendant que je me maquille en show. Il dit, OK, tu t'en fais ce que tu veux, mais en ce moment, tes sourcils, c'est des cousines, pas des sœurs. Tu sais, t'en fais ce que tu veux, mais là, t'en as un qui part ici, Mais parce l'autre que là. c'est de l'ouvrage, là, ça, là. C'est de l'ouvrage, puis moi, je m'entorche. C'est pas la partie visuelle qui m'excite dans ce métier-là, là. C'est la partie personnage, la partie spectacle qui m'intéresse le plus. Fait que la partie visuelle, je m'entorche. Fait que, tu sais, Phil, il voit Mona comme un manque de détails, un manque de souci du détail, mais il voit aussi ça comme un truc super cool, super le fun, puis qui a changé ma vie aussi, tu sais. Fait qu'il aime beaucoup ça. Puis où tu te vois dans 10 ans? À la même place. Tu sais, je te dis que j'aurais arrêté bien, le temps. là, hein? Je suis bien. Même place, que les contrats changent ou peu importe. Travailler plus. Je veux faire cette job-là. Peu importe à quel point je la fais, mais je veux pouvoir faire que ça dans la vie. C'est tout ce que je veux. Je changerais rien. Et tu sais, ta grande capacité d'adaptation, là, ça te permet d'être aussi hot que tu l'es sur scène aussi. Parce que tu t'adaptes à ton public. Ouais, mais il ne faut pas tomber dans le s'adapte. people pleasing. Ça. Non, mais tu sens ta salle. Ouais. Ouais. T'es pas dans la complaisance, mais t'es quand même à l'écoute. T'sais, pour un public, c'est intéressant aussi de faire partie à quelque part du spectacle. Et ça, tu l'as, vraiment. Ouais, t'es fine. Vraiment. T'es super fine. Oui, ça fait du bien d'aller te voir. Ça sort de l'ordinaire. Franchement. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Mona, Alexandre, tout ça en même temps. Tout ça. C'était un réel plaisir de te découvrir. Ben, miroir, puis merci. Merci de ton podcast, faire ce que tu fais, mais merci de faire réaliser des affaires à du monde aussi. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais... Oui, mais c'est l'écoute, en fait, parce que souvent, on se fait interrompre dans ce qu'on raconte. Puis, c'est normal, dans une discussion, on fait du coq à l'âne. Moi, je parle aussi. Parce que, tu sais, quand tu as parlé de ça, je suis passée par cette étape-là. Fait que, puis je trouve que la suradaptation, ils pensent pas assez. On pense plus à la rigidité. Ouais. Les gens disent, il est rigide, il veut pas. Mais quand on va dans l'autre sens... c'est aussi pas bon au plan personnel. Ben, il faut faire attention. Faut pas se perdre là-dedans. Mais t'as Joker, pas utilisé ton je veux Joker. pas que ça finisse. Je mets mon Joker sur la fin. Ça a été un réel plaisir et que ça continue pour toi. Ben, miroir, Vraiment. ricochet, merci de l'accueil. Puis de ton ouverture, j'espère qu'on va se recroiser. J'ai eu bien du fun. Ben, j'espère qu'on va se recroiser, certains. Fait que je remercie tout le monde d'avoir été là. En tout cas, quel magnifique podcast. Et on se dit au prochain invité. Bye bye tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par la communauté virtuelle Marie Club. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.